Bienvenue dans cette vidéo de présentation sur le logiciel Blender. Alors aujourd'hui nous sommes deux à vous présenter ce logiciel. Oui, bonjour. Donc cette vidéo c'est pourquoi utiliser Blender, ce soft très intéressant. On va vous en résumer un petit peu les différentes parties, les points forts qu'on pense du logiciel. Et donc déjà peux-tu te présenter? Oui, donc moi c'est Romain. Je suis graphiste 3D, un peu de 2D aussi, principalement de la modélisation. J'ai appris la 3D comme beaucoup d'étudiants sur 3ds Max. Et puis ça fait 2 ans maintenant que je suis passé à Blender. Donc voilà. Et donc moi je suis actuellement étudiant en cinéma d'animation dans une école à Paris. Et je suis un utilisateur de Blender depuis bien 9 ans, facile. Et pareil, je suis passionné de modélisation 3D et d'animation et de sculpt. Et à côté, je fais beaucoup de programmation aussi et de musique. Voilà. Donc on va commencer par vous présenter une petite histoire du logiciel. Alors Blender, c'est un logiciel qui à la base était payant et qui a été développé dans un studio propriétaire qui s'appelle NAN, qui était un studio qui se trouvait aux Pays-Bas. Et un de ses développeurs principaux, Ton Roosendaal, a décidé un jour de distribuer le logiciel en open source, donc gratuitement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il a reçu, suite à cette mise à cette gratuité du logiciel, à cette mise ouverte au public du logiciel, il a reçu donc un généreux don de 100 000 euros, ce qui a permis donc de continuer le développement du logiciel. Alors justement, on va en venir à sa gratuité. Oui, donc sous licence libre GPL, ce qui fait donc que le logiciel ne peut pas devenir payant, ne peut pas être racheté apparemment. Voilà, ce que je comprends. Voilà, la GPL c'est la General Public License, qui est une licence publique, c'est-à-dire que le logiciel, il appartient à tout le monde. C'est comme l'air en fait. Ça le protège. Voilà, donc, ça le protège. On ne peut être que ravi de cela. Et d'ailleurs, le logiciel peut être vendu, c'est-à-dire que si quelqu'un décide de vendre le logiciel, il peut le faire, mais sachez que vous avez toujours un moyen d'accéder à ce logiciel gratuitement. Donc la gratuité, alors il y a beaucoup d'idées reçues. D'abord, c'est quelque chose d'assez formidable parce que ça permet à des indépendants, des freelances et aux étudiants, à tous ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, de pouvoir avoir un soft efficace, de pouvoir faire tout ce que peut faire un soft 3D. Mais pas que. Et pas que. C'est un logiciel qui est déjà aussi très très professionnel, donc c'est qui est utilisé par de nombreux professionnels, qui est professionnel clairement, qui est utilisé dans beaucoup d'endroits dans beaucoup de secteurs dans l'industrie. Et effectivement, c'est génial pour un débutant en 3D de pouvoir directement avoir des outils et de pouvoir développer ses compétences sur un outil qui est vraiment très très complet. Et justement d'avoir cet accès gratuit à ce logiciel professionnel, parce qu'on sait très bien que les autres logiciels coûtent pour la majorité plus de 1000 euros, on va dire, souvent. Oui, voilà, on va le dire, Blender, 3ds Max ou Maya, ça va être dans les 4000 euros. D'autres logiciels comme Modo, ça va être aux environs un peu plus de 1000 euros, il me semble. Je sais plus exactement. Hors taxe. Bon, Modo est aussi un logiciel très prisé des indépendants. Après, je sais que Modo, ils ont fait une version Steam aussi un peu moins chère, dans les 150 euros, ce qui est génial pour. Ça, c'est bien. C'est vraiment génial, pour ceux qui utilisent Modo en freelance, ça leur fait moins de frais. Après, il faut savoir aussi que les updates, donc les mises à jour de ces logiciels, coûtent aussi extrêmement cher. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle version du logiciel qui sort, il faut le payer. Et ce n'est pas le cas de Blender. Voilà. Donc la gratuité, c'est quand même quelque chose de formidable. Mais il y a quelques idées reçues, notamment la question qui tue, c'est par rapport au support. Voilà, on m'a dit, mais si on a un problème avec Blender, on est une entreprise, qu'est-ce qu'on fait si on a un problème? Alors la réponse, elle est assez... elle va de soi en fait. Il y a tellement une grande communauté autour de ce logiciel, un nombre incommensurable de développeurs autour de ce logiciel,
que déjà, eh bien, s'il y a un problème, on le pose. On pose sa question la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de poser sa question sur les forums dédiés au logiciel. Généralement, la réponse, les réponses fusent, c'est très rapide, et il y a souvent un développeur qui est dans le coin et qui vient corriger le problème. Mais il faut savoir que d'un point de vue plus professionnel, c'est plus rassurant d'avoir un support H24. Et effectivement, il y a du support aussi H24 sur ce logiciel un petit peu plus pro. Il y a du support aussi, on va dire, technique dans le sens pas correction de bugs, etc. Mais il y a comment dire, il y a des sessions privées entre professionnels utilisant ce logiciel et personnes qui souhaitent justement accéder à ce genre d'échange. C'est notamment Blender Support, qui est un site en tout cas, que je peux vous renvoyer. Pour un studio aujourd'hui qui veut se lancer dans de la modélisation avec Blender, ou autre chose, même... hein. Ouais. Oui, ou autre chose, tout ce qui est partie animation, texture, tout ça. On va dire globalement tout ce qui considère le numérique. Hein. Il n'y a pas plus de risque que partir avec 3ds Max ou Modo, quoi. Bah ouais, par exemple, le support de ce genre de logiciel, ils sont très localisés dans le monde. Effectivement, il faut être dans les horaires, on va dire, des supports, il faut être aux horaires d'ouverture des supports pour pouvoir échanger avec l'éditeur du logiciel. Et puis souvent aussi, ça coûte très cher. Alors que la particularité de Blender, c'est que le support, il est dans le monde entier, on va dire. C'est-à-dire que H24, il y a des gens passionnés qui développent sur ce logiciel, des gens passionnés et aussi des professionnels de l'industrie qui développent sur ce logiciel et qui permettent d'offrir un support aux utilisateurs vraiment incroyable. Il y a des milliers de développeurs dans le monde autour de ce logiciel. C'est pour ça que ça devient aujourd'hui quelque chose d'assez robuste, quoi. Et comme tu dis, c'est principalement la passion en fait qui motive les gens qui sont sur ce logiciel, quoi. Ça, c'est assez fantastique, je trouve. Voilà, on n'est pas dans une volonté de faire de l'argent, on est dans une volonté de proposer un outil qui fera avancer le domaine du numérique. Voilà. Après, alors il y a le fait que ce soit gratuit, il y a des idées reçues. On peut se dire que parce que c'est gratuit, ça peut être moins bon. C'est souvent la psychologie du prix. Ça peut être un problème. Je pense que ça a pu être un frein pendant un certain temps pour Blender. Maintenant, ça l'est moins, certainement. Il y a des gens talentueux qui montrent des travaux très très complets. Tous les films aussi qui ont été exceptionnels, les courts-métrages d'animation qui démontrent les compétences de Blender. Puis il y a même des gens de chez Pixar qui disent que Blender est un logiciel formidable et qui est capable de faire plein de choses, voire la majorité des choses que font les logiciels en interne des gros studios. Tout à fait. Et donc il faudrait peut-être parler du financement. Voilà, on peut se dire c'est gratuit, mais comment ils arrivent à fonctionner au juste? Comment ils arrivent à se financer? Alors c'est principalement des dons. Ouais, voilà, principalement des dons. C'est aussi on va dire des soutiens de différentes villes. Par exemple, la ville d'Amsterdam soutient pas mal le projet Blender. Par exemple, on a vu ça avec le dernier film là, le vrai film, hein, pas le court-métrage d'animation. On a vu comment il s'appelle, Tears of Steel, qui a été un petit peu, si je me souviens bien, j'espère que je dis pas de conneries, qui a été financé par la ville d'Amsterdam. Todd Rosendahl est de là-bas, hein, c'est ça? Ouais, Todd Rosendahl est néerlandais. D'accord. Et il y a peut-être aussi des financements des formations, non? Voilà, il y a il arrive souvent que quand on achète un support de formation, eh bien il y a des dons qui soient reversés. Enfin, il y a une partie un pourcentage de l'achat de ces formations, enfin de la vente de ces formations qui soit reversé à la Blender Foundation. Blender Foundation, c'est l'organisme qui s'occupe de gérer le logiciel et de fournir, on va dire, des versions stables, etc. Ouais. Et il y a un truc aussi, c'est qu'il y a moi je connais pas mal de pros qui utilisent Blender et qui font des dons directs à Blender par mois parce qu'ils considèrent que leur outil il a un prix et par contre ils donnent le prix effectivement qu'ils souhaitent, un prix juste, et donc ils font des dons à titre entre guillemets professionnel. C'est leur outil de travail, donc ils le payent. Ouais, tout à fait. Ça me semble très très correct, honnête. Voilà. C'est un système qui marche en tout cas. Il y a cette philosophie aussi que je fais de l'argent avec un outil, je génère de l'argent, je génère du profit, donc je vais être pas généreux, je vais être honnête et je vais donner ma contribution au logiciel financièrement.
Je me demande s'il y a des entreprises qui sont pas un peu justement gênées par rapport à ça. Le fait de faire de l'argent avec un logiciel qui serait gratuit. Bah après, dans la mesure où ils font des dons, hein, ils peuvent se Oui, soulager voilà, la tout à fait. conscience. Après, c'est Peut-être, voilà. tout à fait. Après, moi, je sais que personnellement, ça m'arrive de faire des dons et ça m'arrive aussi d'utiliser des supports de formation qui, je sais, remettre des dons. Par exemple, on pourra citer le site CG Cookie, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard, qui finance pas mal Blender et qui fait vachement avancer Blender en développant des outils, etc., etc. Mais je pense qu'on reviendra dessus par la suite. Peut-être, s'ils sont pas très bien informés, se demandent-ils seulement s'ils ont le droit. Ça, je me demande, tu vois, par exemple, si on se sert de Blender, qu'on copie une partie du code pour faire un outil et qu'on veut le vendre par la suite, comment ça se passe, quoi? Bah dans la mesure où c'est une licence qui est open source, il n'y a aucune restriction autre que si on modifie le code source et qu'on le distribue, il faut pouvoir être en mesure de donner le code source. C'est juste la seule restriction, c'est si on modifie quelque chose d'open source et qu'on le distribue, il faut juste mettre le code open source, c'est-à-dire que quelqu'un puisse lire le code source et le modifier. Après, si vous sortez un film, par exemple d'animation ou un film, un produit, enfin comment dire, je sais plus, j'ai perdu mon vocabulaire. Là. Si on sort quoi que ce soit, une image, un film avec Blender ou un modèle 3D avec Blender, là vous avez absolument aucune restriction sur fournir les fichiers, les masters de Blender. Vous pouvez très bien commercialiser ce que vous faites avec Blender. Vous pouvez très bien proposer des prestations avec Blender pour avoir des revenus. Vous pouvez très bien le faire gratuitement aussi pour votre plaisir. Ah ouais. C'est en fait, si on utilise le code et qu'on revend le code modifié, là, à ce moment-là, c'est... Il faut fournir le code source, en fait. Voilà, tout à fait. Voilà, ça reste l'open source. On peut pas crypter le code source et sans le livrer, voilà. Donc il y a vraiment cette partie logicielle, elle est open source. Par contre, tout ce qui sort entre guillemets de l'usine, l'usine Blender, on peut le commercialiser sans souci, sans le livrer les masters, quoi. D'ailleurs, il y a eu quelques outils comme Microvellum Fluid Designer, là, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est un outil d'architecture qui est sympathique, qui est sympathique. Faudrait que je le teste encore un peu, mais en tout cas, je peux le conseiller. Voilà. Peut-être passer à des informations un peu techniques. Alors juste avant, on va peut-être dire que pour ceux qui ne connaissent pas très bien le logiciel, alors Blender c'est un logiciel qui permet de faire globalement tout ce qu'on veut qui touche au numérique. On peut le dire très clairement aujourd'hui avec de l'assurance. Il permet donc de faire de la modélisation 3D, de faire des VFX, c'est-à-dire des effets spéciaux pour le cinéma ou pour le cinéma de manière générale. On peut faire de la post-prod avec, on peut faire du rendu, on peut faire de l'animation, on peut développer avec, on peut développer des jeux, parce que Blender possède un moteur de jeu. On peut faire, ça peut être un logiciel utilisé dans la recherche, par exemple la recherche médicale. On a vu aussi la recherche archéologique, on l'a vu pas mal utilisé là-dedans. Ça permet de faire des simulations. Alors là, je donne dans le désordre, hein. Enfin, c'est pas forcément dans un ordre logique, mais on peut faire des simulations, des explosions, casser des fenêtres, je sais pas, faire des simulations de tissus, des vêtements, etc. Et ça peut être aussi utilisé pour faire du concept art, par exemple, juste des dessins, un outil très performant. Ou encore du sculpt. Ou encore du sculpt, effectivement. Voilà. La sculpture numérique, à l'instar de ZBrush. Et donc c'est un outil quand même qui est unique. Voilà, c'est unique. Je pense pas connaître un logiciel qui fasse autant de choses. Voilà, c'est vraiment assez impressionnant. On peut faire du montage aussi, on l'a pas dit. Mais vraiment, c'est vraiment impressionnant. On peut connecter Blender avec des Raspberry, on peut connecter Blender avec un Leapmotion. On peut faire tellement de choses avec ce logiciel que c'est assez dur de le décrire. Et souvent, il est dit que Blender est un logiciel de 3D. C'est vrai en partie, mais c'est juste une partie du logiciel. C'est un morceau de logiciel. Voilà. Donc peut-être passer alors la compatibilité. Voilà, donc là on va vous donner des informations techniques concernant le logiciel. Alors, oui, parce que ça c'est quelque chose qui peut troubler ou qui peut intéresser au niveau de la compatibilité. Est-ce que si je travaille avec Blender, je peux à côté avoir des personnes qui travaillent sur 3ds Max au niveau de l'animation? Est-ce qu'on peut se passer les rigs? Ou est-ce qu'on peut importer facilement ou exporter facilement
différents formats. Est-ce qu'on peut travailler avec Unity, par exemple, pour Oui, un voilà. moteur de jeu? Est-ce qu'on peut... Oui, bien sûr. Alors, Tout ça, je c'est... pense qu'il le fait très bien, il s'améliore progressivement. Voilà, alors il y a certains petites manipulations à connaître dans le cas de scènes très très complexes, mais globalement il fait très bien son job, quoi. On peut exporter en FBX, d'ailleurs l'exporteur FBX s'améliore de jour en jour. On peut exporter en Collada, en OBJ, en plein de formats qui sont des standards actuellement et qui sont lus et écrits par la majorité des logiciels de 3D aujourd'hui et des moteurs de jeu aussi. Tout ce qui est rig, tout ça, il n'y a aucun problème. Voilà. De compatibilité. Sauf peut-être sur certaines contraintes, si on place des contraintes, des IK, ce genre de choses. En général, même d'ailleurs, c'est des choses qui fonctionnent pas très bien dans la majorité des logiciels, les exports des contraintes ou ou de tout ce qui est scripté, etc. Là, à ce moment-là, Blender permettra de faire un bake des animations qui ont des contraintes, par exemple. Bon, c'est des petites choses qui sont assez bonnes à savoir. Oui, par exemple, si on fait une shape keys d'ajustement, est-ce qu'il y a moyen d'exporter ça, tu sais? Alors oui, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Je te vois, je l'ai pas fait depuis longtemps. Mais alors oui, déjà pour ceux qui savent pas, les shape keys c'est l'équivalent des morphs en 3ds Max ou en Maya. Ça permet d'animer le maillage. On passe d'une forme à une autre. Voilà, c'est un morphing en fait. Alors oui, je sais pas, faudrait que je me renseigne concernant ce sujet-là, mais j'ai déjà vu cette manipulation faite, je l'avais déjà fait une fois, je me souviens. D'accord. Sinon, globalement, ouais, il y a énormément de formats d'export et d'import. En fait, c'est sous forme de plugins. Hein. Ouais, ce qu'on appelle des add-ons. Voilà, les différents add-ons qui permettent d'importer, d'exporter, faire plein d'autres choses. Voilà. Alors, il faut se préciser aussi que c'est un logiciel qui est disponible sur toutes les plateformes principales, tous les OS, Mac, donc, Windows, Linux, Solaris, qui est plus trop utilisé de nos jours. Donc l'avantage c'est vraiment si on a un studio par exemple et qu'on a une machine qui tourne sur Mac et que hop on a un freelance un jour qui vient, enfin on a un studio qui tourne sur Mac ou Windows et qu'un jour on a un freelance qui vient dans la boîte faire une mission et qu'il a Mac ou Windows ou Linux, et ben il pourra travailler quand même avec la production, il n'y aura pas de souci, il pourra partager ses fichiers et fonctionner de manière logique avec le logiciel. C'est le cas par exemple de Maya aussi. Hein. Oui, alors ça, mais c'est pas le cas de Max par exemple. C'est vrai que le poids, on t'aborde le sujet du poids, c'est un truc que je trouve fantastique, quoi. Le logiciel fait, il me semble, 62 ou 63 mégas en téléchargement sur Windows en tout cas. Et c'est vraiment très léger, c'est très rapide à télécharger. Quand on pense que un logiciel comme 3ds Max fait combien, 4 gigas et quelques, 2 gigas je crois. C'est un truc énorme, monstrueux. Bah, ça prend à chaque fois hyper lourd. une heure d'installation, quoi. 30 minutes à une heure d'installation. Là, l'avantage, c'est où qu'on soit dans le monde, on a une connexion internet, on télécharge Blender en moins de 5 minutes, ou en moins de 3 minutes, ça dépend de la connexion qu'on a, et puis en double-clic dessus, il est lancé, quoi. Et puis on importe ses fichiers, il n'y a absolument pas de souci. Comme ça, sur Mac, Linux, Windows, Solaris, pas de souci là-dessus. Voilà. Alors, il y a la stabilité aussi, c'est un logiciel très très stable. On a rarement des erreurs avec. Quand la Blender Foundation, l'organisme qui s'occupe de Blender, sort une version de Blender, elle a été testée, retestée dans tous les sens, et en général, elle est assez stable. Après, vous pouvez trouver sur le net des tas de versions qui sont pas forcément super stables, mais c'est des essais, c'est des évolutions des développeurs. C'est vrai que même les alphas sur lesquelles ils sont en train de bosser, elles sont quand même très stables, quoi. Ouais. Ça, c'est hallucinant. Ouais. Quand je pense à d'autres logiciels de 3D où ça m'est arrivé plein de fois, hein, c'est pour ça, où j'ai les sauvegardes qui sont carrément buggées après un crash, c'est assez rageant. Ce qui ne m'est jamais arrivé avec Blender. Ça t'est déjà arrivé? Moi non, j'ai jamais eu de souci de corruption de données dans Blender. J'ai eu une fois ou deux fois un crash de Blender, mais je l'avais cherché un petit peu parce que j'avais pas une super bécane. J'avais pas une super bécane, voilà, j'avais un peu chargé ma scène, mais j'ai eu des autobacs quasiment une minute avant que ça ait crashé. J'ai récupéré toute ma scène, j'ai pas eu de soucis, quoi. Bon, un autre point fort, c'est l'ergonomie. Le fait qu'on puisse modifier à volonté l'interface, donc selon ce qu'on veut faire vraiment. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà préfabriqués.
des interfaces Voilà. selon ce qu'on veut faire. Donc, si on veut faire de la post-prod, du montage, du compositing, de l'animation, plein de choses, il y a déjà des interfaces qui sont toutes prêtes. Voilà, avec Donc c'est des thèmes, hein, c'est des arrangements. Hein. Tout à fait. Mais on peut complètement modifier comme on veut, même des boutons, comme tu m'as montré tout à l'heure. Mhm. Bah ça, je pense que je le montrerai sur la partie un petit peu plus tard sur Python. Voilà. Mais vraiment, pour vous donner une idée, on peut. C'est pas une interface comme les autres. C'est pas genre comme par exemple prenons Photoshop ou ZBrush. C'est pas une interface où on a l'entièreté du logiciel dans une sous-partie d'interface. C'est un peu Inception ce que je suis en train de raconter. Donc pour vous donner une idée, ce que je pourrais faire ici, c'est sortir une des fenêtres du logiciel ici. Donc là, vous voyez clairement que c'est une autre fenêtre. Et à l'intérieur de cette fenêtre-là, je pourrais très bien dire maintenant, je veux par exemple un éditeur de texte pour écrire un script, je veux un éditeur nodal, je veux mon outliner, voilà. Et ça, je peux le mettre sur une autre fenêtre de l'écran, un autre écran pour avoir justement pour avoir plus de place sur un autre écran. Donc vous voyez vraiment c'est très très modulable. Blender c'est vraiment un ensemble de panneaux, et d'ailleurs là si on remarque la vue dans laquelle je suis actuellement, eh bien c'est un assemblage de différents panneaux. Ici j'ai un petit panneau, ici j'ai un grand panneau, vous voyez, que je peux désancrer d'ailleurs, hop, comme je l'ai montré. Voilà. Et vraiment, c'est très très modulable comme interface, et c'est assez génial, quoi. Et ça va de pair avec un des gros points forts aussi, c'est les raccourcis clavier. Alors, c'est assez fantastique. Les raccourcis clavier sont assez géniaux. D'ailleurs, vous allez voir au fur et à mesure. En fait, c'est pas les raccourcis clavier sont géniaux parce que dans tous les logiciels, on a des raccourcis clavier. Ils sont intuitifs. C'est qu'ils sont vachement intuitifs, et par défaut, ils sont renseignés de telle sorte que vous avez déjà, si vous connaissez le nom d'outil, en général vous avez le raccourci clavier qui vient d'instinct. Pourquoi ? Parce que ils ont mappé tous les raccourcis clavier avec la première lettre, enfin la majorité des raccourcis clavier, avec la première lettre des outils que vous cherchez. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous allez toujours pouvoir, avec une touche de contrôle, avec une combinaison de touches contrôle shift ou alt, eh bien, plus la première lettre de l'outil que vous cherchez, eh bien retrouver cet outil. Donc ça, c'est vraiment une force de Blender, c'est le mapping des shortcuts par défaut. Alors après, bien sûr, vous avez la possibilité de modifier ces raccourcis clavier, si ça vous plaît pas. Ça peut être aussi ce qui peut rebuter au départ, c'est-à-dire, bien sûr, il faut commencer par apprendre, c'est quelque chose, faut passer par là. C'est-à-dire, il faut se faire des listes de raccourcis clavier, et c'est à force de pratiquer, d'entraînement, qu'on les mémorise petit à petit. Et ça vient. Alors après, moi, je vois les choses plus dans la sorte, c'est-à-dire il faut apprendre la théorie, en fait. Pour moi, Blender, c'est un logiciel qui est très très intuitif et qui va pas vous gêner dans la manière dont vous allez appliquer la théorie de la 3D que vous avez appris. Si vous connaissez en modélisation et que vous connaissez le vocabulaire de la modélisation, si vous savez ce que c'est qu'une extrude, un bevel, si vous savez ce que c'est qu'une cut, etc., vous allez assez rapidement trouver une logique entre justement ce mapping des raccourcis clavier qui est fait et les outils que vous cherchez. Donc pour moi, c'est plus un apprentissage de la théorie de la 3D, entre guillemets. Je sais pas pour toi, mais j'ai vraiment pas eu de mal à apprendre les nouveaux raccourcis qui sont venus sur les outils, parce que j'ai appris la théorie d'abord, en fait. Oui, tout à fait, c'est important la théorie. Ça me fait penser au fait qu'il y a une petite nouveauté dans la 2.73, c'est la nouvelle interface plein écran, avec Alt F10, je crois. Tu peux montrer vite fait ? Là, j'ai pas, moi j'ai la 2.72. À 2.72 ? Ah, dommage. Voilà, en tout cas... Enfin bref, au final, ce qui veut dire, c'est qu'on peut avoir juste... Voilà, et on peut complètement travailler uniquement avec les raccourcis clavier. On peut avoir une fenêtre complète. Je vais créer une nouvelle scène. On peut avoir une fenêtre complète pour travailler, et on n'a pas besoin d'autre chose que ça. Donc là, par exemple, je vais aller très rapide, mais je pourrais très bien accéder à tous mes outils de modélisation directement là, et pouvoir modéliser ce que je veux dans une seule fenêtre, sans forcément avoir accès à des milliers de menus, à avoir accès à des milliers d'outils ailleurs que dans ma seule vue ici. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de génial. Voilà. Donc peut-être passer aux différents à la modélisation, ben voilà. Ouais, donc là on va vous présenter un petit peu les trucs les outils ultimes de modé
de Blender, on va dire. Je vais quitter tout ça. Alors, on va commencer par les choses basiques. Il y a tellement de choses à dire. Donc déjà, la navigation dans la vue, elle est très 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 simple. La vue comme tu es de face, ça me fait penser à l'ancienne vue qu'il y avait dans la version avant la 2.5. Beaucoup de gens 2.49. étaient rebutés par cette vue. Ils comprenaient pas, je pense. Ils voyaient pas l'intérêt d'avoir un cube par défaut, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est peut-être la vue qui était en 2D. Ouais. J'en sais rien. Je pense qu'il y avait de ça. L'orthographique, ouais. Je sais pas. Donc du coup, par défaut, il y a un cube qui est proposé dans Blender et c'est assez chouette parce que souvent on part d'un cube pour modéliser. On appelle ça le box modeling. Alors, vous avez différents modes pour rentrer dans les objets. Donc vous avez les modes objets qui sont l'ensemble de l'objet. D'accord ? Vous pouvez pas modifier les composants, c'est-à-dire les vertex, les faces, donc les arêtes, les faces ou les sommets. Et après, vous avez le mode edit dans lequel vous pouvez modifier les sommets, les faces, etc. Vous allez pouvoir, par exemple, alors là je vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à aller suivre d'autres tutoriaux pour apprendre les bases du logiciel. Là je vais vous montrer plutôt les équivalences qu'on aurait avec d'autres logiciels. Vous avez la possibilité donc de déplacer des vertex. Alors il y a des raccourcis clavier justement qui sont déjà paramétrés là-dessus. Vous pouvez appuyer sur G pour faire un grab et vous servez que très rarement en fait des gizmos ici. Enfin du moins moi je m'en sers que très rarement des gizmos qui se trouvent ici. Oui, je les désactive d'ailleurs. On peut faire avec les raccourcis clavier des contrôles sur les différents axes. Voilà, donc par exemple, si j'appuie sur G et qu'ensuite j'appuie sur X, ça vient me contraindre mon déplacement sur X. Si j'appuie maintenant sur Z, ça vient me le contraindre sur Z. Si j'appuie sur Y, ça me le contraint sur Y. Et on peut aussi utiliser la molette de la souris, le clic molette de la souris pour accéder directement aux différents axes de manière dynamique. Alors, il y a une chose, quand je suis passé à Blender, que je trouvais fantastique, en tout cas que je retrouvais pas dans 3ds Max, je sais pas si ça a été mis maintenant, c'est rien que quand tu appuies sur G, donc grab, quand tu sélectionnes un vertex, le vertex tu vas le bouger selon le point de vue de la caméra, enfin le point de vue en tout cas que tu as dans la scène. Alors ouais, dans Max c'est le petit cercle qui est au centre du gizmo, mais il faut le cliquer vraiment dans le gizmo et c'est pas pratique parce que là dans Blender c'est moins intuitif. C'est moins intuitif parce que là dans Blender je peux mettre ma souris n'importe où dans la vue 3D et je pourrais quand même faire un déplacement quoi. Et ça c'est génial. Alors que tu vas faire la même chose, il va partir si ça se trouve dans un. Enfin, je me souviens dans Max en tout cas, il partait dans un sens. Ouais. Non désiré, on va dire, ce qui faisait perdre un temps fou à chaque fois. Bon, après c'est peut-être moi c'est peut-être moi que ça concerne. Bah, je sais pas, après c'est des habitudes à prendre, je pense. Voilà, ces habitudes. Maintenant que tu vois sur Blender, tu te dis bon, ok, je peux mettre ma souris n'importe où dans la vue et je bouge, c'est sûr que c'est un gain de temps considérable plutôt que de cliquer dans le gizmo et de déplacer. Ouais, bon, après là, c'est des petits trucs précis, mais je pense que globalement, rien que les autres outils, il y a des outils qu'il n'y a pas dans Max, par exemple, juste le cut. Vous savez, par exemple, quand vous voulez faire une cut, là vous pouvez la positionner, la slider. Vous pouvez aussi scroller la molette de la souris et avoir autant de cuts que vous voulez et les déplacer. Et là, si vous faites clic droit, vous les centrez parfaitement, vous les mettez proportionnellement parfaitement sur la cut, et ça fonctionne quoi. Et ça, dans Max, c'est un petit pop-up qui arrive, cliquer, faire des clics, etc., jusqu'à qu'on veuille accéder à ce genre de résultat. Et là, vous voyez, je peux le faire très rapidement. Là, je veux 2 cuts, je les mets là. Hop, j'ai 2 cuts et je les ai mises là, quoi. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on peut être tout aussi précis que dans 3ds Max où on va nous demander vraiment la mesure qu'on veut, etc. Oui. On l'a dans les options loop. Pour vous donner une idée, par exemple, si je pose ma courbe ici, je peux mettre par exemple point 2. Là, j'ai mis point 2. Et point 2, c'est le... Comment expliquer ? C'est la mesure. C'est la mesure en fait de ma cut où je veux qu'elle soit. Si par exemple je mets point 9, hop, elle va se mettre tout à droite de ma cut parce que je l'ai mis à 90%. Si je mets point 1, alors il faut que je la remette. Si je mets point 1, vous voyez que là, bon là ça me met au centre. C'est par rapport au centre. Par rapport au centre, hein, effectivement. Parce que et après il faudrait que je mette moins point 9 sur mon pavé numérique pour aller à point 9. Après ça c'est des choses franchement faire ça ça marche aussi, hein, c'est assez rapide. En général, on n'a pas besoin d'être autant précis, sauf si on utilise des blueprints. Le knife aussi. Le knife aussi. Bien. Ouais, la découpe. On peut découper avec K. En tout cas, ça bug pas quoi. C'est stable. C'est super vachement stable. Ça va directement se snapper. Ça se place où on veut, où on le décide. Je peux faire des découpes avec des n-gones aussi. Bon là, en l'occurrence, ça m'a fait 2 n-gones ici. Et ça, c'est assez rapide pour tout ce qui est, par exemple, design de produits.
ou qui seront pas animés. Voilà, je peux très rapidement extruder des formes comme ça. Donc là, on vous a pas montré un modèle super classe, mais on peut aussi, par exemple, faire des extrusions très rapidement avec la touche E, comme extrude. Vous voyez que là, encore une fois de plus, on a le lien qui est fait toujours avec l'outil. Je peux très rapidement aussi, par exemple, décider de faire une extrusion de cette boucle ici sur chacune des faces, en faisant Alt E. Donc là, vous voyez encore une fois de plus, j'accède à l'outil avec le raccourci clavier. Je peux extruder chacune des faces individuellement. Un truc qui est génial aussi, et qu'on a que très rarement vu dans les logiciels de 3D, c'est que on peut sélectionner un vertex et le dupliquer, et à ce moment-là, j'ai juste un seul sommet. Je peux l'extruder, ça va me faire un edge, et je peux sélectionner 3 sommets et appuyer sur F pour face ou pour fill et créer une face. Voilà, donc j'ai vraiment cette possibilité dans Blender d'être non dépendant entre guillemets de certaines contraintes qu'on a dans Max. Par exemple, un vertex seul dans Max n'existe pas, il faut qu'il soit toujours lié à un autre vertex. Ça c'est très puissant, hein, le fait d'avoir simplement un vertex extrudé et créer complètement une géométrie à partir de ça, c'est assez fantastique. Pour vous donner un exemple, si vous êtes en train de designer un logo, vous pouvez très bien extruder votre vertex comme ceci. Vous pouvez même faire des simples clics avec CTRL, hop, ça vous extrude à chaque fois le vertex. Admettons je sais pas, on est en train de faire un logo, n'importe quoi, là je fais n'importe quoi, hein. Mais je peux très rapidement, voilà, créer ma ligne ici. Je pourrais aussi dire, ok, je vais rajouter un point entre les deux ici si j'en ai oublié un. Je peux appuyer sur F, ça va me faire un n-gone, et je peux l'extruder par exemple comme ceci. Un autre truc qui est génial aussi, c'est que, et c'est l'équivalence du modificateur push dans Max. Là, je peux par exemple créer 2 coupes. D'ailleurs, vous remarquez qu'il me les sélectionne automatiquement, c'est aussi chouette. Je peux faire une extrusion et appuyer sur Alt S pour faire un scale en fonction des normales des faces. Et hop, vous voyez, je crée une sorte de contour qui s'est extrudé parfaitement dans la direction de chacune des faces. Et ça, pour vous donner un exemple, ça c'est un modificateur dans Max. Et là, on l'a tout de suite au bout des doigts, quoi. Petite chose en plus aussi par rapport à d'autres softs, c'est le fait qu'on a un outil de sculpt qui va permettre directement de mettre en forme, au lieu de prendre le grab. Alors on peut prendre le grab avec le proportional editing. Proportional editing, ça va être pour sélectionner voilà une zone et la modifier. Donc on l'a dans la plupart des softs, hein, ça. Même si ça ressemble, c'est différent, c'est un peu différent quand même. Bah en fait c'est différent dans le sens où on a des curves possibles, comme le noise par exemple, des curves inédites comme le random pardon, qui permettent de bouger de manière complètement aléatoire des points. Mais on va pouvoir utiliser, sinon on va rentrer dans le mode sculpt et avec la brosse move, crab, voilà. On va bouger ça différemment. Alors là, ça réagit pas très bien parce que dessus j'ai un n-gone, c'est-à-dire un polygone qui a plus de 3 côtés. Donc ça, c'est de la théorie de 3D de base. Il faudrait peut-être que j'ajoute ça ou que je ferme mes faces. D'ailleurs, pour fermer des faces, ici, j'ai pas besoin de supprimer la face qui se trouve à l'intérieur comme ceci et de reconnecter les faces. D'ailleurs, je pourrais très bien utiliser un add-on qui s'appelle le F2 add-on, je vais le montrer bien, qui permet de très rapidement fermer des faces. Vous voyez que je sélectionne juste des edges ici et hop, je ferme des faces comme ceci en appuyant juste sur F très rapidement, ce qui est absolument génial. Donc là j'ai fermé mes faces, mais j'aurais pu très bien aussi partir du n-gone de base qui est là. Polygone a plus de 3 côtés, plus de 4 côtés, et j'aurais pu très bien ici joindre les bouts sans avoir à le faire face par face. Donc ça c'est très cool. Et encore une fois de plus, vous voyez, on a une logique dans les raccourcis clavier. Join, c'est la touche J comme join. Voilà. Donc ça permet de gagner quand même un temps fou. Hein. Voilà. Et donc, comme le disait Romain, on peut utiliser le sculpt pour déplacer nos objets. Alors là, j'ai la symétrie qui est activée. La symétrie. Je peux la désactiver ici. Mais on reviendra sur le mode sculpt qui permet de faire vraiment de la sculpture numérique. Vraiment pour moi, j'ai trouvé vraiment des équivalences assez proches avec ZBrush. C'est vrai qu'il manque certains outils de ZBrush, mais le sculpt tend à s'améliorer. Mais on en reparlera. C'est encore... je pense qu'on peut peut-être l'aborder, je sais pas, à moins que tu aies d'autres outils que tu aimerais montrer en modélisation. Ouais, j'aimerais montrer très rapidement qu'il y a un tas de modifiers qui permettent en modélisation d'aider de manière générale la conception d'objets 3D. Par exemple, ici, je crée 2 points. D'accord, je vais extruder, on va faire une sorte de truc. Je sais pas quoi faire. Voilà, une sorte de truc, comme ça. Alors là vous avez donc une pile de modificateurs comme dans Max
mais je vais dire quelque chose d'un petit peu objectif, c'est des modificateurs qui sont toujours utiles, alors que dans Max, ça fait un petit moment qu'on se tape des modificateurs qui sont plus utilisés. Là, on a vraiment les modificateurs très utiles. Disons que il est quand même très souvent updaté et il n'y a rien qui est inutile. Voilà. Ou il n'y a rien qui est désuet, ou il n'y a rien qui On va avoir donc ne fonctionne plus vraiment. Ouais. On va avoir du coup le modificateur solide, on va avoir le modificateur Subdivision Surface, qui va permettre donc, c'est l'équivalence du Turbo Smooth dans Max. D'ailleurs, petite parenthèse, le modificateur Subsurf va être modifié courant normalement 2015. Il va arriver avec un nouvel algorithme qui a été inventé justement par Pixar, qui s'appelle OpenSubdiv, et qui va permettre de faire... Alors il y a déjà des tests qui ont été faits dans des versions non officielles, et ça marche très très bien. Et en fait, ça va vous offrir la possibilité de faire tourner à peu près 2 à 3 ou 4 millions de polygones, selon votre machine, en temps réel dans la viewport. C'est-à-dire que quand vous allez lancer une animation sur un personnage ou un objet qui a 2 ou 3 ou 4 millions de polygones, eh bien ça va réagir en temps réel. Ça, c'est un truc complètement fou. C'est hallucinant, et j'ai déjà vu des tests dans Maya justement, c'est absolument génial. Et ça arrive dans Blender courant 2015, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. À suivre. À suivre, comme tu dis. Et du coup, on a la possibilité d'accéder à des tas de modificateurs, et encore une fois de plus, les modificateurs sont pensés pour aider vraiment l'utilisateur, le modeler. Ici, on a par exemple accès à cet outil qui permet directement d'avoir une prévisualisation des courbes qui sont générées par le modificateur. C'est peut-être plus sympa pour travailler. On peut aussi tout simplement désactiver en edit mode le modificateur, et quand on appuie sur Tab, on voit très rapidement le résultat. C'est quelque chose de très pratique, très, très sympa. On peut ajouter que tout ça c'est modifiable, enfin c'est animable, je veux dire. Voilà, tous les modificateurs sont animables. Je pourrais très bien dire... Toutes les options. Toutes les options ici sont animables. Par exemple, je pourrais très bien dire ici, je vais poser une clé en clé 0, mettre une clé ici, aller à l'image 80, monter la thickness, donc l'épaisseur du Solidify, et quand j'anime ici, vous voyez que ça fonctionne. On a un peu le même principe dans Max aussi. J'ai ma barre ici qui ne veut pas se fermer. Oui, aussi on a pas mal d'options animables. Je sais pas comment baisser ma barre en bas, parce que ça me cache certaines options en bas. On peut aussi les automatiser, toutes ces options. Ouais, on peut les automatiser. Alors je sais pas comment, parce que j'ai ma toolbar en bas, là. Problème de direct. J'aimerais bien l'enlever. L'enlever. Je sais pas comment faire. Enfin bref. C'est pas grave. Donc oui. Donc voilà, j'ai trouvé le problème. Donc du coup, ouais, vraiment comme disait Romain, c'est tout animable, et ça c'est vraiment ce qu'on a à l'instar de Max. Dans Max aussi, par exemple. Je sais pas, on pourrait peut-être, comme tu disais, passer peut-être au sculpt. Alors le sculpt, alors tu disais, ça ressemble de plus en plus à ZBrush. Tu peux peut-être le montrer, aller dans le mode sculpt. On va faire voilà. Personnellement, moi j'ai utilisé pendant pas mal d'années ZBrush, j'ai une licence. Je trouve que j'ai pas encore le même feeling qu'avec ZBrush. C'est-à-dire que quand je vais travailler sur ma brush dans Blender, il va falloir que je fasse mes paramètres, que je paramètre un peu tout. J'aimerais pouvoir avoir mes propres paramètres déjà tout faits. Je pense que c'est possible. Ça manque encore un peu d'accessibilité, mais en soi, ça s'améliore vachement. Je trouve, on commence à avoir vraiment à être précis et avoir une liberté dans le sculpt qui est assez phénoménale. Notamment avec le Dynatopo, qui est donc une géométrie dynamique pour le sculpt. Donc je vais montrer ça. Donc on peut ici choisir en fait. Alors je vais vous montrer sur la topologie de l'objet. Vous voyez, on peut sculpter, et ce avec un niveau de détail, d'accord, qui va différer en fonction de la position dans laquelle on se trouve dans la viewport. Mais on peut aussi dire que ce niveau de détail va être constant, donc ici,
et choisir le niveau de détail sur lequel on veut sculpter. Ça va nous générer un peu à l'instar du Dynamesh un niveau de détail, sauf que là, on n'est pas dépendant d'une sorte de fusion qui est fait avec l'objet, avec la géométrie. Donc là, par exemple, je pourrais très rapidement mettre en place mon volume, mettre en place des formes. Je vais faire un truc très rapide. Et je mets en place très rapidement un volume. Et je pourrais dire maintenant, je veux passer sur un détail beaucoup plus fin pour travailler, je sais pas, plus en détail une certaine partie, par exemple des yeux ou je sais pas, n'importe quelle partie. Et vraiment, je suis pas contraint de travailler avec des niveaux de subdivision, on va dire, qui seraient passer du large au... Tout à fait. Dans ZBrush, c'est un peu le problème, je dirais, du Dynamesh, c'est que on est souvent contraint à un niveau de résolution. Dès qu'à un moment, un endroit du mesh, on veut atteindre un certain niveau de détail, ça va être l'ensemble du mesh qui va être très chargé en polygones, en triangle notamment, et ça va être lourd, ça va devenir rapidement assez lourd. Et là, vous voyez, je peux très rapidement reprendre un autre côté de mon cube. Là, j'ai fait n'importe quoi, mais reprendre un autre côté de mon cube et pouvoir travailler là-dessus. Je pourrais aussi utiliser, par exemple, Snakehook, qui est une brosse qui va me générer de la géométrie, enfin, qui va pousser la géométrie, mais comme j'ai le Dynatopo qui existe, enfin, qui est enclenché, je peux, vous voyez, accéder à de la nouvelle géométrie qui sera générée comme ça. Alors, il y a le plugin aussi Sculpt, il me semble, je sais pas si tu l'as installé, qui permet de faire pas mal de choses, de couper des parties, de faire des booléennes. Non, je l'ai pas installé celui-là, mais je sais qu'il est assez chouette. Faudrait que je le fasse. En tout cas, la plupart des outils qu'on trouve aujourd'hui dans ZBrush, au niveau du Sculpt, vraiment, on les retrouve dans Blender. On commence à les retrouver dans Blender. Voilà. Après, on a des matcaps qui sont des matériaux pour travailler le Sculpt qui existent. Le Sculpt devient un poil plus lourd. C'est quand même assez lourd les matcaps. Voilà, c'est pour ça que moi je préfère en général, je vais vous montrer une petite astuce, je préfère ici rajouter un nouveau matériel, passer en mode GLSL, le mode GLSL qui va vous permettre d'avoir en temps réel dans la viewport des options de shader en fait. Je me set un petit environnement avec des lumières, comme ceci, et je vais pouvoir ensuite ici, eh bien, soit importer une texture d'un matériel et le mettre en fonctionner normal pour pouvoir avoir un matériel qui me plaît, soit me c'était une petite ambiance de couleur comme ça, avec plus ou moins d'intensité sur mon matériel, et en fait là je vais vraiment utiliser un matériel standard de Blender, et quand je vais sculpter dessus, donc là il faudrait que je réactive le Dynatopo pour vous montrer, alors ça ne fonctionne pas en Dynatopo effectivement le GLSL, mais ouais, c'est un petit peu le souci, mais même si tu n'es pas en GLSL, il y a comment l'éclairage de base qu'on va donner ouais. à la géométrie est souvent très bien, peut suffire. Voilà, effectivement, comme le dit Romain, on peut aller dans les préférences ici du logiciel et accéder dans le système à l'orientation des différentes lumières qui sont par défaut placées dans le logiciel, dans la viewport. Et je peux venir déjà me créer ma petite ambiance de couleur, vous voyez, pour avoir mon sculpte. Bon, là, c'est assez fantaisiste. C'est assez fantaisiste. Il y a des petits plugins qui existent pour justement avoir des ambiances de couleurs et pouvoir les sauvegarder, des ambiances de lighting et pouvoir les sauvegarder, qui sont assez chouettes. Donc, ça ressemble beaucoup au matcap au final. Hein. En fait, ouais, ça ressemble au matcap, sauf que le principal intérêt du matcap, c'est que c'est baké dans la géométrie en temps réel. C'est-à-dire que ça fait un calcul en fonction d'une image en fait. Par contre, il faut dire quand même que les matcaps ici ne sont pas exportables. Ouais. C'est uniquement pour mieux visualiser la géométrie. Ouais, voilà. Alors j'ai vu des gens qui ont réussi à faire certains trucs, mais bon, on va dire que c'est pas faisable. D'accord. Parce que dans ZBrush, c'est vrai que souvent tu peux faire un bake de matcap. Moi, je trouve que c'est pas génial, mais bon, pourquoi pas. Alors on pourrait peut-être parler d'un truc génial aussi, c'est que dans ZBrush, pour s'orienter dans la vue, il faut être en dehors du modèle. Dans ZBrush, vous pouvez être dessus le modèle. Vous avez des raccourcis qui ne sont pas bloquants pour le sculpt. Voilà, on est véritablement dans un environnement 3D, alors que dans ZBrush, c'est sur un plan 2D que ressort le modèle. Voilà. On peut sculpter aussi avec des niveaux de subdivision
rajouter des niveaux de subdivision, et bien sûr revenir sur des différents niveaux de subdivision. Et les modifications seront répercutées sur les différentes évolutions, on va dire, du mesh. Il est bien optimisé quand même. Il y a quelques options à prendre pour encore mieux optimiser. Voilà, comme activer les VBO, qui sont les Vertex Buffer Object. Parce qu'effectivement, j'ai oublié de préciser, mais Blender tourne sur la technologie OpenGL, ce qui facilite grandement le développement du logiciel, puisque c'est aussi une technologie open source. Et c'est pas forcément le cas de certains logiciels, comme par exemple, je crois me souvenir que 3ds Max fonctionne avec DirectX. Donc c'est pour ça aussi qu'il est spécifique à Windows. Mais le fait que ce soit avec OpenGL, ça permet justement d'activer de faire progresser le logiciel très rapidement. Et par exemple là, les VBO sont une particularité de l'OpenGL, justement. GLSL aussi. Et d'ailleurs, à noter aussi qu'on a à l'intérieur de Blender un langage de shader qui permet de créer des shaders, des matériaux, de les coder en fait. Donc pour les studios pro qui souhaiteraient accéder justement à un langage de shader, et bien c'est un langage qui est assez proche du GLSL, qui s'appelle l'OSL. Open Shading. Ça c'est fantastique. Tu as testé un peu personnellement? Alors j'ai fait un petit shader, mais je suis pas allé plus loin, il faudrait que je m'y penche un petit peu plus. D'accord. Donc voilà. Donc là, on a vu le sculpt globalement. Alors, globalement, voilà. Parce qu'il y a tellement de choses à voir dans le sculpt. Vous avez des tas de broches, vous avez des paramétrages de broches, de strokes, des alphas, vraiment beaucoup de choses. On peut servir de texture facilement, ouais. Un peu comme les alphas dans ZBrush, tout à fait. Voilà, donc là, je pourrais très bien dire, on va montrer très rapidement, mais je pourrais très bien ajouter une nouvelle texture ici. Aller choisir la texture qui m'intéresse. Donc je peux par exemple prendre une texture procédurale. Et on va pas prendre de noise, mais on va prendre par exemple marble ici, et vous voyez j'ai un alpha, et lorsque je sculpte, eh bien ça vient me sculpter avec mon alpha, comme dans ZBrush. J'ai aussi différentes manières de positionner mon alpha dans la vue 3D. Par exemple, je pourrais très bien dire que je veux un stencil, donc un pochoir pour sculpter. Je pourrais dire que maintenant je veux que ça soit incliné sur la surface. Je sais qu'il y a plein d'autres trucs. Je vais revenir sur le base, c'est viewplane, mais après je pourrais ici dans le stroke choisir la méthode de placement de ma broche. Par exemple, dot, ça permet juste de placer un seul point. Vous voyez, je peux placer des points de sculpt, droite à gauche. J'ai ensuite drag dot qui permet de placer un ensemble un point, mais en le drag and dropant directement. Voilà, on peut faire plein de choses. On a plein de choses. On va pas rentrer forcément plus dans les détails parce que. Alors après, quand on a fait notre sculpt, qu'est-ce qu'on fait de notre modèle? On peut faire une retopologie, donc recréer complètement le maillage par-dessus ce sculpt et baker par-dessus donc tous les petits détails sous forme de normal map ou displacement, bump map. L'outil de retopo est vraiment très bien foutu. Il y a des plugins supplémentaires qui sont sortis. Alors, je sais pas si tu veux faire une petite démo vite fait. Ouais, on va faire un cas concret. On va juste prendre à partir d'un cube et je vais mettre un modifier qui va me rajouter de la géométrie ici en simple. Comme ça, je garde quand même ma forme de mon cube, et je vais ici tout simplement sculpter sans le drag dot en space ici. Je vais sculpter des détails. Voilà, sur mon cube. Quelque chose comme ça. Et je vais montrer un autre truc juste avant pour vous montrer là. Il y a un truc qui est assez chouette. C'est que je vais copier mon cube ici. D'accord. Je vais réouvrir une nouvelle instance de Blender, un nouveau Blender. Ouais, je vais pouvoir le copier dans une autre version. Et là, vous voyez qu'en fait, il m'a gardé toutes les informations de mon cube, y compris les modifiers. CTRL-C, CTRL-V, hein, tout simplement. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Je peux même copier des lampes. Hein. Si je veux copier cette lampe, CTRL-C. Je reviens sur l'autre Blender, CTRL-V. Ce qui permet de facilement travailler en fait sur plusieurs fichiers Blender ouverts. Et par exemple, importer, exporter un personnage dans une scène. Même avec des contraintes, avec tout et n'importe quoi, c'est possible. Voilà. Donc je peux très bien exporter des armatures, mais on reviendra un petit peu sur tout le rig plus tard, j'ai pas trop envie de montrer maintenant.
Mais d'ailleurs, je vais rester sur cette version de Blender. Comme ça. Donc du coup, ici, on a un cube qui est sculpté. Et je vais pouvoir rajouter un autre cube par-dessus. D'accord, je vais le faire légèrement plus grand. Et je vais essayer de baker les informations, c'est-à-dire de retranscrire les informations de mon sculpte sur mon autre cube. Alors mon autre cube, je vais lui sortir ce qu'on appelle des UV. Donc je vais le découper. Je vais lui placer des coupes. Ouais, voilà les coutures en fait. Hein. Des coutures en fait pour Faut l'ouvrir. visualiser, pour ceux qui connaissent pas, faut visualiser un peu comme un cube qu'on déplierait à plat. On Voilà, mettrait à plat. c'est une sorte de patron en fait. Et là ensuite avec U unwrap, je peux le placer, je vais le tourner un peu. Voilà. Et je vais générer une texture sur ce cube. New. Voilà, donc je peux choisir son nom, etc. Et cette texture, d'ailleurs si je passe en mode texture, vous voyez qu'elle est bien apparue correctement ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais dire que mon objet qui possède les informations de sculpt va transférer ces détails en tant que normal map sur le cube. D'accord ? Donc on va pas faire un tuto en fait de cette vidéo, donc je vais juste vous montrer le résultat. C'est juste une petite démo. C'est une petite démo. Déjà, je peux vous montrer l'ambiance occlusion. Alors, non, c'est pas un bon exemple dans ce cas-là. Je vais juste prendre les bacs des normales. Alors, il faudrait que je sois selected to active. J'ai oublié de le cocher. Mais là, vous voyez que, hop, sur ma normal map, j'ai récupéré globalement la majorité des informations de mon sculpt. Et sur cet objet-là, je vais pouvoir créer un shader, un matériel qui va récupérer. Bon, j'ai pas bien fait le bake, hein, c'est pas quelque chose de très précis. Voilà. Dans la solution optimale, il faudra vraiment que le mesh low poly, donc avec peu de polygones, suive vraiment la forme de notre cube haute définition, on va dire. C'est mapping, pardon. Hop, voilà. Et je vais rajouter une light parce que sinon on ne verra pas la normal map. Et il faut que je passe en GLSL. Voilà, et il faut que donc ce cube là, il a bien le shader, il a bien la map. Bon, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais globalement ça marche bien quand même. Il y a un algorithme qui fonctionne très correctement. C'est bizarre par contre que je n'ai pas le... Parce que vous voyez que là dans le matériel ça fonctionne. Ouais, ça m'enquiquine un peu de pas pouvoir montrer ça quand même. Non, c'est pas une histoire d'intensité, non. Donc là on est passé en rendu temps réel et vous voyez qu'en fait on a là notre map qui s'affiche en tant que texture, en tant que couleur, mais si je mets ici, hop, en mode normal map, ici je vais récupérer certaines informations de sculpt. Alors attention, il faudrait que le cube ici suive à peu près la forme de l'autre partie, de notre autre cube, ce qui n'est pas le cas, c'est pour ça que la projection s'est pas extrêmement bien passée. Mais déjà, ça fonctionne déjà plutôt pas mal pour le bake qu'on a décidé de faire ici. Donc voilà, ça c'était pour globalement vous présenter le baking qui fonctionne très bien. Il y a aussi un baking, alors ça je vais le faire sur un autre objet, peut-être ça sera plus simple. Il y a un baking qui fonctionne très très bien sur le moteur de rendu Cycles, qui est un autre moteur de rendu que le moteur par défaut. Mais je vais vous faire une petite démonstration. C'est vrai que c'est intéressant de montrer quand même. Une petite démonstration très rapidement concernant le sujet. Pour obtenir quelque chose de réaliste. Voilà. Je vais faire une petite démo très rapide. Alors là, je vais mettre à peu près ça. On va faire peut-être un truc un petit peu... une sorte de caisse futuriste, on va dire. Et là, je vais donc ajouter un autre cube par-dessus, un petit peu plus gros. Je vais peut-être remettre un coup de bevel. Par-dessus, mais c'était peut-être pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Là-dessus. Ensuite, ça va être mon cube qui va recevoir les informations de bake. Faut que ça soit légèrement supérieur, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mode cycle. Je vais passer en mode cycles ici. Et je vais aussi, avant tout, spécifier des matériaux concernant mon objet ici.
Donc on va lui donner par exemple un matériel de réflexion. Voilà, alors il faut peut-être expliquer que Cycles, c'est un moteur de rendu qui fonctionne sur, comment dire, des paramètres qui sont physiques. Voilà. Donc ça va faire des rendus relativement, même voire très réalistes. Et il a des particularités. Il a un système de fond nodal où en fait on va tout ajuster, les textures, les différents matériaux de manière nodale. Tu peux montrer. Voilà, dans le node éditeur. Donc c'est très facile à ajuster. Bon, ça peut vite devenir le bordel, mais on peut faire des groupes. Ça, c'est vraiment très bien. L'éclairage est en temps réel. On peut le mettre en GPU, c'est-à-dire c'est la carte graphique en fait qui va faire le calcul. Et à ce moment-là, on a vraiment quelque chose de très rapide. Et j'ai aussi plein de nodes disponibles pour effectuer ce qui m'intéresse. Ouais. Ça, c'est assez génial. Alors, ça peut faire un peu peur le fait qu'il y ait autant de nodes, autant de manipulations possibles, mais les bases sont simples, sont faciles d'accès, je trouve. Après, il faut avoir certaines connaissances en théorie en images numériques pour pouvoir véritablement faire quelque chose de poussé. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là sur ce coup-là. Et mais là, ce qu'on va faire, c'est que parce que c'est vrai qu'il y a des trucs assez complexes à faire qui sont disponibles dans Cycles. Mais là, ce que je vais faire, c'est je vais montrer un truc encore plus intéressant. On va en profiter pour montrer qu'on peut texturer des objets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mode Paint et pouvoir, je sais pas si c'est le bon moment pour pouvoir en parler, mais ça fera la démo jusqu'au bout, on va dire. Je vais pouvoir ici peindre directement sur mon objet, sur la texture. Là, peut-être tu peux en parler un petit peu plus concernant le fait qu'on puisse peindre directement sur la texture, ce qui n'était pas le cas forcément. Oui, voilà, bon. On va faire la comparaison par rapport à ZBrush où on a le polypaint. En fait, on peignait directement sur la géométrie, en fait, sur les triangles, donc les polygones. C'était très dépendant du nombre de polygones, ce qui est un problème quand on fait du low poly. Alors que là, on va directement peindre sur la texture. C'est par projection. Et là, voilà, comme vous pouvez voir. Et là, je peux peindre aussi directement sur ma texture en 2D, en 2 dimensions. Par exemple, si je veux écrire quelque chose ici, je pourrais très bien écrire ici sans souci. Vous voyez que ça fonctionne. Voilà. Alors, on peut faire vraiment quelque chose d'extra avec. Ouais, là c'est une démo, attention. Voilà, si on utilise des stencils, si on utilise des textures, on peut obtenir vraiment quelque chose d'extra. Là, je fais quelque chose de super rapide. C'est juste pour vous montrer qu'on va pouvoir baker ces informations aussi. Et puis on peut aussi texturer en temps réel avec le shader et voir directement, par exemple, on peut créer nos normal maps et voir avec le en GLSL ce que ça donne. Donc là, je peux rajouter ici, par exemple, un nouveau slot. Je vais... C'est où? J'ai normalement la possibilité. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. C'est probablement que je dois être en Cycles, c'est que c'est pas encore supporté dans Cycles. Oui, alors il y a des différences. Je sais pas, non, c'est Blender, Render et Cycles. C'est vrai qu'on peut s'y perdre. Cycles, je conseillerais peut-être vraiment de s'y mettre quand on veut faire un rendu particulier. Quand on travaille sur les maps, pour le moment, c'est quand même plus dans Blender Internal Render. C'est plus simple, je pense. En tout cas, là, je sais pas pourquoi j'ai pas la fonctionnalité. C'est peut-être une erreur de ma part. Enfin bref, quoi qu'il en soit, vous voyez, je peux très bien peindre l'objet sans problème ici et avoir mon résultat dans la viewport aussi. Et je vais revenir sur Cycles pour finir ce qu'on était en train de dire concernant justement les matériaux, le nodal, pardon. Donc là, on vous a montré très rapidement qu'on pouvait texturer. Et là, ma texture, je vais pouvoir m'en servir dans mon nodal, ici, et pouvoir, par exemple, donc l'importer dans mon schéma de nœud.
texture, image texture. Avoir toujours mon rendu en temps réel ici qui s'effectue. Attention, c'est un rendu physique, c'est-à-dire un rendu réel, enfin avec les propriétés réelles de la physique. Je vais pouvoir mettre ici ma texture. Alors il faut que je la sauvegarde, ma texture. Je vais le faire. Image, save as image. Je vais la mettre ici, c'est parfait. Save as. Et ici, je vais la récupérer. Donc là, vous voyez qu'elle est apparue dans mon rendu, dans mon système nodal. Et je pourrais faire des tas de modifications sur cette texture, comme par exemple changer ses propriétés de couleur. Par exemple en baissant plus ou moins le contraste, en montant plus de rouge, par exemple, je veux plus de rouge, moins de rouge. Je suis toujours épaté en un rien de temps de la qualité du shader en fait. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et je pourrais très bien dire que maintenant je veux mixer ma texture avec un autre diffuse. Là je pars dans des choses un peu complexes, mais c'est pour montrer aussi la puissance du logiciel. Et je pourrais très bien dire maintenant je veux du bleu, mais vous voyez qu'on aperçoit un petit peu toujours la texture qui se trouve derrière. Et ça c'est assez formidable quand même. Les possibilités sont énormes. Hein. Les possibilités sont énormes. C'est quasiment infini. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de baker ces informations de couleur ici. Mais avant, on va peut-être mettre d'autres matériaux sur d'autres choses. Donc là, je vais par exemple séparer les petits blocs que j'ai fait ici dans d'autres objets. Donc je pourrais très simplement venir les sélectionner comme ceci. Donc là, je les ai séparés, en faire un autre. Même pas en faire un autre objet, mais juste pouvoir récupérer leurs informations, rajouter un nouveau, par exemple, matériel, assigner mon nouveau matériel. En temps réel, vous voyez que le matériel il est assigné ici. Je pourrais très bien dire aussi ici que devant, je veux un autre matériel. Je vais créer un nouveau matériel. Ce matériel, ça va être plutôt, par exemple, un matériel de type, par exemple, une émission de lumière. Quelque chose comme ça, il faudrait que je l'assigne, effectivement. Il suffit de sélectionner une zone, quelques polygones et c'est parti. Voilà, par exemple, là j'ai assigné une sorte d'émission de couleur, de lumière. Je pourrais très bien dire, voilà, en gros, on a vraiment la possibilité d'assigner différents matériaux, différents types de matériaux. Je pourrais très bien aussi assigner, alors il faudrait que je sélectionne cette boucle aussi, le contour ici. Je vais aller vite dessus. On va faire quelque chose de plutôt simple. Je vais rajouter un nouveau matériel qui va par exemple être de type anisotropique. Vous savez, c'est ce qu'on trouve sous les casseroles. Voilà, pour donner la métallicité en fait. Ouais, donner quelque chose d'assez métal. Parce qu'en fait, je vais monter un peu, baisser un peu la réflexion est en termes de glossiness en fait dans Cycles. Et dès qu'on passe à quelque chose d'un peu plus métallique, cette espèce de réflexion en cône, ça va être l'anisotropique. Voilà. Là j'ai rajouté différentes lights, bon c'est pas très beau ce qu'on est en train de faire. C'est juste vraiment à des fins purement techniques que je présente tout ça. Je vais changer la couleur de la light, la mettre un petit peu plus dans les bleus. Et par exemple maintenant disons que cet objet c'est l'objet que j'aimerais avoir dans un moteur de jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir, comme je disais tout à l'heure, baker les informations du shader qui a été généré avec Cycle sur mon objet low poly. Donc ceci, je vais le faire. Tout simplement, je vais faire revenir mon objet au même endroit. Je vais sélectionner mon objet cube ici, dont souvenez-vous, on avait unwrappé les UV. Est-ce qu'on l'avait fait? Je me souviens plus. On l'avait fait? Non, c'était l'ancien. C'était l'ancien cube, excusez-moi. Je vais le refaire très rapidement. Ah non, j'ai oublié de découper cette partie. Et celle-ci. Hop. Voilà, donc là j'ai régénéré des UV, donc une sorte de patron pour mon objet low poly. Et là je vais pouvoir, de la même manière que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec la puissance du moteur de rendu Cycles, sortir une nouvelle map qu'il faudrait que je génère d'abord. Hop, comme ceci. Bake. No active material. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai un matériel ici? Il faudrait que je rajoute un matériel sur mon objet. Ici j'ai bien mes matériaux. Hop. Bake. Est-ce que tu as bien mis ta texture en nodal en node? Ah non, effectivement. La texture à baker. Voilà, ouais. il faut avoir en fait la texture à baker
Enfin, voilà, dans un node, et on lance. C'est vrai que j'oublie souvent de faire ça. Et vous voyez que là, Blender m'a sorti une image avec toutes les informations dedans, sauf que là, il aurait fallu que je monte un petit peu Monter un peu les samples. voilà, monter un peu les samples, c'est-à-dire la qualité des. C'est l'échantillonnage. J'ai fait un rendu, c'est pas ce que je voulais faire. Bec. Souvent, quand on commence Blender, c'est vrai qu'avec Cycles, on se retrouve avec du grain, on sait pas trop pourquoi. Souvent, c'est les samples, tout simplement augmentés. Après, il y a quelques options supplémentaires, mais c'est un problème très simple à résoudre. Voilà, donc là vous voyez que j'ai amélioré, il faudrait que je le monte encore un peu, mais j'ai amélioré la qualité du grain ici, surtout que là en plus là c'est une réflexion, donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de lancer de rayons. Mais du coup ici, si je regarde, je supprime mon objet, enfin je vais le mettre sur un autre calque, mon objet high poly. Là j'ai mon objet low poly, voilà, qui ressemble de très près à mon objet high poly. Il faudrait peut-être que je modifie un petit peu la géométrie pour avoir quelque chose de plus propre. Plus rapprochant de mon objet, mais bon voilà. En gros, globalement, on peut intégrer ça dans un moteur de jeu sans problème, quoi. Et ça prend quasiment rien en espace. Et là, ouais, j'ai quoi en mémoire. Là, j'ai 48 edge, j'ai 26 faces, ce qui est rien pour un objet. Voilà. Ouais. Alors même si cet objet est très moche, c'était pas le but hein, de faire quelque chose de joli dans ce cas-là. C'était vraiment pour aller rapidement vous montrer les différents outils. Alors, au niveau du Paint Mode, enfin du Paint Tool, peut-être on peut comparer à des outils comme Mari ou Substance Painter. Ouais, effectivement, dans Mari, on peut peindre sur la texture directement. On peut peindre aussi sur les vertex, si je me souviens bien. C'est le même système de projection en fait. Ouais, c'est une sorte de même système de projection. Voilà. C'est ce qu'on n'a pas dans ZBrush par contre. Dans ZBrush, quand on peint pas sur la texture, on peint sur chacun des vertex, comme tu l'as dit. Et effectivement, même dans Blender, on a la possibilité d'accéder à cet outil. Je dirais que c'est encore ce qui manque dans ZBrush, c'est la capacité de peindre directement sur une map plutôt que sur les polygones. Ce qu'on peut faire d'ailleurs dans Blender, comme je le disais, on peut peindre aussi sur les polygones. Vous voyez, le problème de peindre sur les polygones, c'est qu'on va très rapidement avoir une sorte de dégradé qui s'effectue sur le polygone. Donc là, si je peins sur ce polygone, vous voyez que ça me fait une sorte de dégradé autour de ce point-là. Donc ça nécessite qu'on ait beaucoup de points pour avoir cette fluidité dans le trait, mais vous voyez, même là, on l'a pas encore. Et ça, c'est la manière dont fonctionne ZBrush, par exemple. Tout à fait. Et dans Blender, on peint, voilà. Et dans Blender, on peint directement sur la texture. Donc quand on crée un objet, par exemple ici Suzanne, qui est la mascotte de Blender d'ailleurs au passage, je peux peindre directement, en créant une nouvelle texture ici, je peux peindre directement sur, alors hop, excusez-moi, paint ici, j'aurais dû ajouter directement par là en fait, on peut peindre directement comme je le disais sur la texture, donc du coup on a une qualité de trait qui est parfaite dans l'exemple que je présentais actuellement. On peut même directement projeter des photos. Bon, on va peut-être pas montrer tous les outils, va pas montrer tous les outils, mais c'est possible. Voilà, on peut prendre une photo et directement projeter sur le modèle. Donc ça va peindre sur la texture. C'est génial pour faire par exemple des pores de peau ou une texture de peau. Si vous avez des références d'images, vous pouvez directement projeter de la peau directement sur un low poly. Sur un low poly par exemple. Donc peut-être passer vite fait à l'animation rigging. Voilà. Si tu veux montrer quelques outils. Ouais, alors en rig, on a plein de choses possibles à faire. C'est très très puissant. Je vous invite à aller voir d'ailleurs des DVD de formation comme ceux de CG Master qui permettent vraiment de voir en profondeur le rig. Mais là on va aller sur des choses très simples. Vous avez la possibilité d'avoir des armatures. Globalement, on fait ça fait quasiment la même chose que les autres logiciels de 3D. Peut-être parler des exceptions, enfin des spécificités de Blender. Alors ouais, donc on a des contraintes dans Blender qui sont possibles. On a un nombre de contraintes hallucinant, exactement comme dans la majorité des softs de 3D. Vous voyez, on peut faire des rigs très très complexes. Mais on a aussi la possibilité d'accéder à un biped, exactement comme dans Max, sauf que là, c'est des vrais rigs, des vrais os.
Donc vous voyez, en fait, là, ce qui va se passer, c'est quand vous allez rigger un personnage, vous allez placer les os dans votre personnage. Vous avez aussi des options pour les placer en symétrie. Vous allez placer vos os dans vos personnages et ensuite, vous allez générer un rig vraiment professionnel, vraiment très très complet à partir de ces os. Et ces os auront différents panneaux de contrôle pour activer les IK, les FK. Il y a juste à adapter au personnage et puis hop. Il y a juste à adapter les os de base sur le personnage et après hop, c'est magique comme le dit Romain. Et c'est complètement adaptable, par exemple exportable, je veux dire, sur un moteur comme Unity. Voilà, alors attention, il y a certaines choses à bien faire attention, notamment baker les contraintes parce qu'on peut pas exporter les contraintes. Mais baker les animations pour pouvoir les exporter, mais voilà, il faut savoir qu'il y a des petites choses à faire comme ça pour pouvoir passer de Blender de Rigify à d'autres moteurs. Donc Rigify, c'est le nom du bipède. On peut aussi très rapidement, et ça c'est pour moi il n'y a pas d'égal sur le marché, il n'y a pas d'équivalence sur le marché en termes de puissance de skin. Je vais vous montrer le skin automatique. Le skin automatique, voilà. Donc ça c'est génial. On va faire très rapidement modéliser. C'est très rapide. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a peut-être des add-ons qui font ce genre de choses, mais pas aussi bien. Franchement, pas aussi. Je me souviens sur 3ds Max, les add-ons ils coûtent une blinde à chaque fois. Ouais. Bon, il y a AutoWeight, je crois qu'il est gratos. Je crois qu'il y a AutoWeight qui est gratos sur Max. Mais après, bon voilà, c'est rien comparé à ce qu'on a sur Blender, quoi. Je vais faire un truc très rapide. C'est histoire de présenter le truc rapidement en skin. Ouais, donc je vais rajouter ici des os. Donc on a le même concept, le même concept de base dans tous les logiciels 3D. Vous sortez des os. Après, on peut leur donner des formes différentes. Ouais, ça aussi, c'est un truc qui est cool. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'il n'y a pas dans les autres logiciels. En B-Bones ou en stick. En stick, en B-Bone, en enveloppe, vous voyez. Et du coup, en B-Bones, par exemple, ce qui est bien, c'est qu'on peut les scaler vraiment comme on veut, quoi. Ouais, par exemple, là, je peux donner avec CTRL-ALT-S, si je me souviens, voilà. Je peux donner une taille différente, par exemple, à ces os. Et on a aussi un truc qui est génial, quand on est dans n'importe quel type d'affichage d'ailleurs, on peut accéder à l'X-Ray qui permet de voir tout le temps les bones. Et ça c'est génial quand on fait le placement des bones. Vraiment c'est quelque chose que je recommande. Il y a des trucs super aussi, des petits trucs, je peux pas les montrer parce que ça serait tellement long, il nous faudrait au moins un an pour vous montrer tout ce qu'il y a dans Blender. Bon, mais le skinning automatique. Le skinning automatique. Mais il y a la possibilité avec les noms par exemple, si vous avez nommé vos bones du côté droit, vous pouvez très rapidement faire un renommage de tous les autres os du côté gauche avec le point « avec les suffixes et les préfixes. Donc voilà, il y a vraiment des trucs géniaux comme ça. Je peux pas tout vous montrer malheureusement. Ça permet de gagner du temps surtout. Ouais, permet de gagner du temps. Mais là, par exemple, pour vous montrer le skinning automatique, voilà, globalement, là j'ai skinné mon mesh. Là où ça prendrait des heures et des heures et des heures dans Max ou dans Maya ou dans d'autres logiciels 3D. Là vraiment, on a un skin qui est quasiment parfait. On aurait même peut-être pas pu faire mieux à la main que ce que nous propose Blender. Ça garde correctement les volumes. Bien sûr, c'est très très dynamique. Ça veut dire que si par exemple, je rajoute une contrainte d'IK ici, je ne casserai absolument pas mon skin. Si je décide, par exemple, de rajouter une cut ici, mon skin ne sera pas cassé. Il faudrait juste que... Enfin voilà, mon skin ne sera pas cassé, il récupérera les poids en fonction des poids. Alors bien sûr, il y a certains cas où ça ne fonctionne pas très très bien. Mais globalement, c'est quand même plutôt assez impressionnant de voir ça. On peut montrer vite fait le système de weight paint. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Il y a juste, on peint en fait les vertex. Donc là, on peint les poids. On peut très intuitive. Voilà, on peut se mettre aussi en position déjà. On peut poser notre modèle et dire par exemple dans cette situation-là, j'aimerais avoir peut-être un petit peu plus de poids. Donc je peux venir ajouter par exemple avec du add pour repousser un petit peu ce côté-là, par exemple pour détacher un petit peu plus l'os. Et ça ne gênera jamais la pose de base. Là, je pourrais toujours revenir, vous voyez, en pose de base. Et ça n'aura absolument pas gêné mon mesh, comme souvent dans des logiciels de 3D comme Max ou Maya, on a besoin de se mettre dans une pose de base et à chaque fois qu'on veut modifier le skin, se mettre dans cette pose de base. Là, on n'est pas obligé. C'est vraiment quelque chose d'assez génial. Donc voilà. Pour globalement,
en termes de skin et de rig, c'est vraiment le meilleur outil que j'ai pu voir sur le marché. Ça fait vraiment très bien son job et très rapidement. Sachant que combiné avec du Python, on peut faire des skins absolument ultra complexes et ce de manière très rapide. J'aime bien en fait la manière dans Blender dont on va créer notre animation. Ensuite, ça va se mettre dans le mode Pause. dans le NLA Editor. Ah oui, tiens, on va montrer ça. Voilà. Alors c'est une autre fenêtre. Par exemple, là, je pourrais créer une autre fenêtre. Hop, venir me mettre dans le déjà dans le top sheet pour créer une action. Alors, top sheet pour voir les clés d'animation. Pour voir mes clés d'animation, par exemple. Après, je veux parler 2 secondes du NLA Ouais, Editor. bien sûr. Une fois qu'on a créé notre animation vraiment, on va avoir une sorte de Table de de montage. layer d'animation en fait. Une table de montage Une table de montage, voilà. On va d'animation. pouvoir vraiment mixer nos différentes animations, les copier-coller, faire ce qu'on veut avec. Et les exporter, bien sûr, pour du jeu, par exemple, pour Unity, dans un FBX. Donc là, par exemple, j'ai une action, on pourrait l'appeler default. Je pourrais très bien avoir une autre action. Donc là, je vais créer une nouvelle action qui va copier d'ailleurs la première. Donc c'est default 1. Ah zut. Default. Donc ça, c'est mon action par défaut. Ça, c'est mon default 1 que je vais appeler Toto. Et je pourrais très bien ici rajouter des clés différentes. Donc une autre anime. Je fais absolument n'importe quoi. Mais c'est pour vraiment montrer l'outil. Donc là, voilà, ça c'est ma deuxième anime. Ma première anime, default, elle est toujours là. Je pourrais ensuite aller dans le NLA Editor, qui est un autre panneau, et venir ici, et bien faire un montage de mes animations. Par exemple, avec Shift, il faudrait que je rajoute ici mes pistes, voilà, et je pourrais très bien me mettre ici et ajouter Toto. Et vous voyez, faire un mix de mes animations. Là, il va faire des transitions entre mes animations correctement. Je pourrais très bien dire aussi que cette boucle ici, enfin cette piste ici, elle possède un cycle, donc elle va se répéter un certain nombre de fois. Vous voyez, donc là, quand je vais lire mon animation, cette animation va se répéter un certain nombre de fois. Je pourrais dire aussi qu'elle se répète, mais avec, elle fait un playback, un ping-pong. Je pourrais rajouter des modificateurs sur mon animation, par exemple du bruit, pour faire trembler un petit peu mon anime. Alors après, il faudrait que le modificateur il soit plus ou moins bien paramétré. Mais vous voyez qu'on a la possibilité d'aller très très loin avec le NLA pour vraiment monter nos animations, quoi. Ça, c'est génial pour le jeu vidéo quand on veut faire par exemple des bonnes transitions entre le saut d'un personnage ou etc. quoi. On peut peut-être passer rapidement aux simulations. Ouais, carrément. Voilà. Alors, on va voir rapidement les différentes simulations qui sont possibles de faire avec Blender. Bon, globalement, tout est possible au niveau des simulations, mais je vais en montrer quelques-unes qui sont simples à réaliser. On va casser ce cube-là, par exemple. Alors, pour casser un cube, c'est-à-dire le fracturer, on peut utiliser un add-on qui est déjà paramétré dans Blender. Donc, comme le disait Romain tout à l'heure, c'est des sortes de plugins, en fait. Là, il y a un add-on qui s'appelle le Cell Fracture. Alors, il y en a une quantité d'add-ons, faut faire Incroyable. le tri parfois, mais on trouve des perles, vraiment. Et je vais pouvoir ici, par exemple, casser avec une sorte de récursion, c'est-à-dire à chaque fois, il va recasser le bloc. Et là, vous voyez que très rapidement, c'est l'équivalent de Refire qu'on trouve dans 3ds Max et Maya, je crois. Je suis pas exactement sûr de ce que j'avance là. Mais globalement, il m'a gardé quand même mon mesh par défaut et sur un autre calque, il m'a placé. Donc vous voyez, ici, tout mon objet qui s'est cassé. Je pourrais d'ailleurs générer une simulation physique de tout ça. Donc utiliser le moteur de physique intégré à Blender qui est basé sur Bullet. Par exemple, je pourrais très bien dire, ok, je vais aller dans la physique, je vais ajouter tous ces objets en tant que actifs, c'est-à-dire qu'ils vont faire partie d'une simulation, enfin ils vont bouger, et je pourrais très bien dire que ça c'est le sol, et le sol il va être passif, il va être donc une collision, et quand je lance mon animation, vous voyez que j'ai ma simulation qui est faite, et là ce qui est génial, c'est que là je peux toujours continuer à interagir en temps réel dans ma viewport, donc là vous voyez je peux déplacer mes objets, ça ne pose absolument pas de problème, je peux d'ailleurs même enregistrer les mouvements que je fais en mettant en auto-key, pour vous montrer. Voilà, là je déplace mon sol, et quand je lis mon animation, je désactive l'auto-key, je lis mon animation, vous voyez que ça a été pris en compte mon mouvement, et ça vous montre ici la simulation, l'impact que ça a sur la simulation.
On peut jouer avec vraiment comme on veut. Le truc qui est génial aussi, c'est qu'il va nous générer différents groupes sur chacun des éclats. Et si je me souviens bien, c'est des groupes qui permettent donc de générer des... Des UV. Non, pas des UV Non. justement. Ça permet de générer des... Bah, si ça génère des UV, on peut générer des UV dessus. Donc là, il faudrait qu'en fait, je récupère l'ensemble de mon bloc qui a été fracturé ici et que je récupère chacun des UV de chacune des parties. Mais en fait, on a ici des découpes. Vous voyez, les mèches, ils sont complètement découpées réellement. C'est pour ça que on a des parties qui sont plus comment dire, plus hard, plus plus coupantes que d'autres. Là, vous voyez, les bords ils sont bien coupants. Et d'ailleurs, si je mets un modificateur, pas un modificateur, si j'applique le shading, vous voyez que c'est bien des parties qui sont séparées. Donc voilà. Donc ça, c'est assez génial, la possibilité d'avoir des simulations comme ça de gravats ou de ce genre de choses. Et aussi le fait d'interagir avec en temps réel, c'est quand même quelque chose d'assez magique. Donc ça, c'est pour les simulations. Après, il y a plein d'autres types. On peut faire peut-être des liquides, des cheveux, Ouais, voilà. des closes. On peut montrer peut-être très rapidement le. C'est assez complet. Hein. On peut montrer les cheveux très rapidement parce que c'est assez chouette. Je peux mettre ici par exemple des cheveux. Je vais mettre avec un certain nombre de cheveux. Je vais ajouter des children qui seront des sous-particules. On pourrait ici par exemple les faire un petit peu plus pointus. On pourrait rajouter aussi un peu de random pour avoir quelque chose d'un petit peu plus logique au niveau de la... On va dire c'est une grosse fourrure. C'est une grosse fourrure. On va mettre plutôt un interpolate. On pourrait ajouter des curls, donc des boucles. Pour que ça boucle un petit peu, il faudrait... Je paramètre un petit peu mieux ça, mais là on va le faire très rapidement. Et je pourrais aussi dire je veux une simulation de tout ça. Et vous voyez, toujours en temps réel, là je peux déplacer ma simulation. Alors il faut bien sûr que je monte certains paramètres, comme le stiffness, qui permet de garder globalement la forme. Mais là je me déplace en temps réel dans la viewport sur mon anime. C'est assez génial. Je pourrais aussi, avec le moteur Cycles, eh bien, avoir un matériel vraiment quasiment instantané, on va dire, de cheveux qui est parfait. Vraiment, en assez peu de temps, on peut avoir un rendu qui est assez exceptionnel avec Cycles. Je vais vous montrer. D'ailleurs, je pense au tuto qu'il y a dans Blender Cookie. Ouais, ou même qui est vraiment très bon. On pourrait même citer le tuto de Cédric, de Blender Lounge, qui est très très bien fait. Donc, je vous invite à aller regarder sur Blender Lounge. Il y a plein de tutos, blenderlounge.fr, il y a plein de tutos là-dessus. Là, je vais juste vous montrer très rapidement sur un nodal ici. On va mixer tout ça. Hop. Vous voyez, j'ai presque rien à faire en fait sur le. Et là, il faudrait un R-info intercept. Voilà, et là, je peux mettre par exemple des cheveux rouges. Bon, on peut aller encore plus loin, mais disons que pour quelque chose de rapide, c'est quand même très bien pour le moment. Voilà. Et ensuite, il faut bien sûr que j'aille setter mon matériel dans render, où es-tu render? Ici. J'ai fait quelque chose de pas forcément super esthétique. Mais c'était pour montrer globalement la possibilité qu'on a de le faire. Là, bien sûr, après, il faudrait que je lance un rendu pour avoir une meilleure idée de ce que tout cela rend, avec plus de particules. Donc là, vous voyez que j'ai 100 particules qui seront rendues à l'écran. Et si je fais un rendu... D'ailleurs, les rendus sont assez rapides. Bon, là, le rendu sera pas terrible, mais les rendus sont assez rapides dans Blender. Ça, c'est une des grandes forces du logiciel. Vous voyez, là, j'ai pas bien seté mon... Bon, là, j'ai pas fait un bon système de lighting, mais je pense que vous voyez à peu près là où je veux en venir. Il faudrait avoir un bon studio de lighting. Enfin, voilà, on vous conseille d'aller voir le tuto de Cédric. Ouais. Du moins. Mais sachez que c'est possible d'avoir des super belles simulations. Vous avez des trucs vraiment très précis comme voilà l'épaisseur du cheveu, plein de trucs. Bon, on va peut-être pas faire toutes les simulations, mais peut-être passer à autre chose comme le moteur de jeu par exemple. Juste rapidement, je monte le close aussi parce que c'est quelque chose d'assez sympa à voir. Si vous voulez faire des subdivisions, des simulations de close, vous allez pouvoir le faire très rapidement pareil, toujours de manière
de manière dynamique. Ce que j'aime bien globalement dans Blender, c'est que tout est fait pour aller vite. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont déjà pré-mâchées, on va dire quand même. On n'a pas à réinventer constamment la roue, même au niveau des paramètres. Il y a pas mal de presets déjà de base. Ah non, c'est clair et net. Et vous voyez là, par exemple, là, je suis en train de faire une simulation qui peut paraître un petit peu plus complexe que juste faire tomber une nappe. Je peux juste dire, ok, maintenant je veux que ma simulation réagisse en fonction de ces groupes-là, qui sont des groupes, qui sont les bords en fait de ma nappe. Si je les place à cet endroit-là dans mon objet, vous allez voir que hop, ça me fait une sorte de tissu comme ça. Je pourrais dire aussi que je veux que cet objet qui possède de la physique et cet objet qui possède maintenant une collision tombe, et vous voyez ça passe, bon là ça passe à travers parce que mon objet ma collision elle est trop fine, mais et c'est surtout que mon objet doit avoir une masse assez importante, mais voilà, c'est possible globalement. On voit que ça réagit quand même. On voit que ça réagit globalement. Il faudrait que je baisse la masse de mon objet, mais je vais tout simplement dans ma simulation faire quelque chose comme ça, d'un peu plus simple, mais enfin bon, bref, au final, vous voyez que globalement c'est possible d'avoir comment on appelle ça, une qualité dans les simulations, et ce de manière très rapide sans forcément avoir beaucoup de paramétrage. Là il est passé à travers parce que justement il est un peu trop haut, on va dire. Ouais, bon. Après, il faudrait peut-être que j'ai une épaisseur aussi sur mon tissu, ça peut-être que ça aiderait. Enfin bon, on va pas vous embêter avec tout ça. Bon, on va pas faire uniquement là-dessus. Voilà, mais globalement, c'est possible. Alors, le moteur de jeu ou... Moteur de jeu ? On en est au moteur de jeu, ouais. Alors ça, c'est une spécificité aussi de Blender. C'est un moteur de jeu qui permet de faire des choses sympas quand même. Ouais. Ou du moins d'avoir rapidement un rendu temps réel. Je vous propose un truc fou, on crée un petit jeu de voiture. Ça va être très rapide. Je vais me faire une petite voiture ici. D'accord. C'est individuel, c'est où? Hop, ici. Ça c'est ma petite voiture. Je vais créer un petit terrain. Je vais supprimer la face du dessus. Tout fonctionne avec Python, hein. Oui, ou des briques logiques aussi. Des briques logiques aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir... Bon là il y a une interface... J'ai pas testé. J'ai une interface paramétrée ici. Je vais vous montrer tout ça. Je crée mon petit terrain. Et donc là vous allez pouvoir par exemple sélectionner votre voiture. Il faut passer dans le mode Blender Game ici. On va lui rajouter de la physique, on va dire que c'est un objet qui est dynamique. Donc déjà là si je lance mon jeu, j'appuie sur P, vous voyez que la voiture est un petit peu tombée. Comme ça. Et je vais pouvoir ici ajouter des briques logiques, c'est-à-dire une programmation visuelle, ici en disant si par exemple j'appuie sur la touche Z, à ce moment-là mon objet va se déplacer, alors location c'est où, motion pardon, va se déplacer sur par exemple l'axe Y, ici, d'une valeur de 10. Donc là quand j'appuie sur la touche Z, vous voyez je me suis déplacé. Ensuite, je pourrais très bien rajouter ici un input, quoi, un input. Ouais. Par exemple, la touche D. Quand j'appuie sur la touche D, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rajouter un nouvel élément motion qui va me faire une rotation sur Z. Voilà. Donc là, quand j'appuie sur P pour tester mon jeu, ça ne fonctionne pas parce que c'était pas. Est-ce que c'était Z? Rotation sur Z, de 1, pardon. Et là, vous voyez, ça fonctionne. Alors, c'était l'opposé, il fallait que je me mette à -1. Et je peux me déplacer, vous voyez, je peux commencer déjà à me déplacer dans mon jeu. Alors là, j'ai ma boîte de collision qu'il faudrait que je détermine un petit peu plus facilement. Je vais juste, pour l'exemple, ici, rajouter un nouveau... Attends. Donc du coup on peut rajouter ici l'autre alors keyboard, hop, je vais rajouter ici juste la pour tourner de l'autre côté, donc motion,
C1, hop. Et là, j'ai mon petit jeu de voiture qui commence à fonctionner gentiment. Alors, c'est pas le gros jeu de... c'est pas le jeu de l'année. Mais globalement, je vais pouvoir ensuite paramétrer mes boîtes de collision, etc. Mais globalement, vous voyez, je peux déjà contrôler une petite voiture dans le jeu. Je pourrais très bien dire aussi, je rajoute des caisses, qui sont des caisses qui sont dynamiques. Là, je me crée ma petite tour, par exemple. Hop, et quand je lance le jeu, je pourrais très bien me déplacer et rentrer dans les caisses. Voilà, il faudrait que je change, comme je le disais, la boîte de collision, la hitbox de ma voiture. Mais vous voyez, très rapidement, on peut développer des jeux dans Blender. C'est quand même sympa. Hein. Ou du moins prototyper. Ouais, rapidement, on peut faire des trucs cool quand même. Voilà, on peut prototyper des jeux. Et puis aussi, c'est super pratique. Par exemple, en remplacement d'un logiciel qui s'appelle Marmoset Toolbag, qui est un logiciel qui permet de faire des rendus temps réel. Là, on pourrait très bien aussi lancer le moteur de jeu et hop, avoir dans le moteur de jeu de Blender le rendu temps réel qui se passe dans un vrai moteur qui se lancera en temps réel, quoi. Donc, par exemple, là, tout un workflow dans un seul logiciel. Voilà, tout un workflow dans un seul logiciel. On va peut-être passer très rapidement. Ensuite, on avait dit qu'il y avait des exports, donc ça, on vous laissera regarder dans les exports ici. Le motion tracking, tu veux expliquer un peu, vite fait ? Ouais, alors on a la possibilité de faire du motion track avec, par exemple, une interface prédéfinie ici. Le principe, si on vient placer des marqueurs sur une vidéo, bon là, j'ai pas de vidéo d'exemple pour vous montrer, et on peut suivre des objets et reconstruire des scènes en 3D avec des points dans l'espace pour pouvoir incruster des objets 3D dans des films, par exemple, dans des séquences de films. Donc c'est tout à fait possible. Et juste la notion de tracking va nous permettre justement de récupérer ces informations en 3D, et Blender va analyser la scène filmée par une vraie caméra, et va analyser la scène et essayer de reconstituer une position des points dans l'espace. Voilà, donc on peut aussi construire un modèle 3D avec un rig et le faire bouger directement par rapport au tracking. Voilà, directement dans la scène, et ensuite justement passer à l'étape suivante, c'est compositer. C'est-à-dire on va utiliser le rendu 3D qu'on aura fait pour pouvoir l'incruster dans la scène, dans le vrai film en fait. Donc là, si je fais un rendu par exemple, là je suis arrivé à la dernière étape en général de production d'un film, c'est le compositing, qui part du principe qu'en fait on va utiliser des nodes, et ces nodes vont nous permettre, donc ici backdrop, voilà, ces nodes vont nous permettre de modifier, je vais le faire ici directement, de modifier faire une touche finale sur l'image qui aura été produite par Blender. Donc là par exemple, ça, le compositing, c'est extra. Donc là par exemple je peux changer les valeurs de noir et de blanc, j'ai rajouté une curve ici, je pourrais peut-être rajouter une balance des couleurs, teinter un peu mon image. Vous voyez, je peux vraiment faire à peu près tout ce qui m'intéresse en termes de compositing, gérer des masques, je pourrais rajouter une vignette très rapidement en nodal par-dessus, avec ce qu'on appelle des mattes. Alors des logiciels gratuits en compositing, il y en a un qui est sorti récemment, je crois. Natron. Mais bon, qui est pas encore au niveau de Blender, quoi. Ouais, ça c'est pas mal, Natron, mais Natron. Natron, mais on n'est pas encore. C'est clair que. Disons que. Là, on peut avoir directement notre rendu avec l'ensemble de nodes. On va voir directement l'effet du compositing sur le rendu en permanence. Ça, je trouve ça exceptionnel. Enfin, ouais, vraiment excellent. Pas être obligé de passer par un autre logiciel. Voilà, on n'a pas besoin de Photoshop en fait, globalement. Voilà, globalement. C'est l'idée, quoi. On n'a pas besoin non plus d'After Effects, quoi, globalement. Et d'ailleurs, After Effects, qui est un logiciel aussi de montage. Et on peut faire du montage dans Blender. Oui, mais après, quelqu'un qui s'y connaît vraiment va te dire il n'est pas fait pour ça. On peut, mais il n'est pas conçu pour du montage. C'est pas conçu pour du montage. Blender est fait vraiment pour du montage. Oui, voilà. On peut faire du montage dans Blender, vraiment, clairement. Par exemple, là, j'ai une scène, admettons que vous êtes en train de faire un film d'animation. Vous avez votre première scène qui est là. Ok, hop, ça c'est première action. Vous créez une deuxième scène, plus ici, new. Là, la deuxième scène, c'est l'apparition de
du cône magique. Hein. Ici, hop, je l'ai pas cadré. Tu as fait une petite séquence. Ouais, on va faire une petite séquence. Caméra. Quelque chose comme ça. Est-ce que mon cube il est animé? Mon cône il est animé, voilà. Et ensuite, je peux aller monter mes plans directement ici dans mon compositing, dans mon VSE. Table de montage. Une table de montage, vous voyez. J'ai ajouté mon plan ici, qui est là. Alors là, je travaille avec des scènes 3D, hein, mais je pourrais très bien travailler tout simplement avec des vrais films, des vrais bouts de films. La vidéo. La vidéo, voilà. Donc là, vous voyez que hop, ça va s'enchaîner. Voilà. Faire des fondus. Ce qui est bien qu'on peut créer ses propres enchaînements, transitions. Voilà. Je peux couper, faire du cut, hein, exactement comme tu le disais. Par exemple, récupérer juste le début ici, ce genre de choses. Donc voilà. Et après, on peut exporter tout ça en film, bien évidemment. Donc là, on a fait quand même un tour assez exhaustif. Assez exhaustif de Blender. Petite chose sur le côté dev. On n'a pas trop abordé le côté dev. Il faut savoir que Blender, c'est un ensemble de scripts Python en fait derrière. C'est-à-dire que je peux très bien passer en mode script ici, en mode scripting ici, et dire ok, je fais un clic droit sur par exemple cet élément de Blender, edit source, et là j'ai le code source de cet élément. Et je pourrais d'ailleurs en temps réel venir modifier ici le texte de ce bouton-là. Si je fais maintenant run script, hop, vous voyez que mon bouton il a changé ici. Et j'ai vraiment accès à tout le script de Blender dans Blender en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est assez léger en termes de poids Blender, c'est qu'il n'y a aucun cryptage de script, n'importe quoi et tout. C'est vraiment, on a accès, c'est des fichiers texte en fait, c'est un ensemble de fichiers texte, Blender. Et c'est ça que c'est assez puissant, on peut créer ses propres add-ons, on peut créer donc ses propres plugins, on peut créer, scripter des comportements. Par exemple là, le simple fait d'ajouter un cube, je vais vous montrer très rapidement parce que ça peut en intéresser certains. Le simple fait d'ajouter un cube ici, c'est une commande Python qui existe ici. Et je pourrais très bien créer un nouveau script ici, par exemple, que j'appellerais addCube. Et ce script addCube, je pourrais faire un import du Blender. Alors, il existe quand même des templates qui sont vachement bien faits. Mais c'est bien de connaître quand même. Je pense que je ferai un tuto aussi là-dessus. On peut faire un copier-coller aussi des lignes de commande. Ça, c'est une possibilité pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien. Après, franchement, sans être codeur, on peut faire des trucs sympas. Voilà. Par exemple, là, j'ai créé un petit script qui va ajouter automatiquement, quand je vais le lancer, un cube à la position 1, 1. D'accord ? Je pourrais aussi automatiser des tâches en disant maintenant, je veux ajouter une dizaine de cubes. Et qu'est-ce qu'il va me faire ? Et une dizaine de cubes en escalier, par exemple. Donc là, je rentre pas dans les détails du code, mais globalement, là, voilà, avec ce script-là, hop, j'ai créé une sorte d'escalier, voilà, de cubes, très rapidement. Et l'avantage, c'est qu'on peut apprendre en même temps l'API. Vous voyez, elle apparaît tout en haut. À chaque fois qu'on fait quelque chose, ça apparaît en haut dans Blender. Ouais, c'est vraiment intuitif. Et il y a des templates aussi, on peut créer ses propres pages menus, on peut aller analyser un petit peu des bouts de code. Et vous allez voir que si vous penchez sur le sujet, en fait c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et ça facilite la vie quand même pas mal. Voilà, tu veux ajouter quelque chose sur le scripting ? Sur le scripting non, à part que l'API elle est assez géniale, que Python c'est un langage super simple à apprendre, que qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, que on peut coder aussi des jeux dans Blender avec le Python. Voilà, ouais. Sur le logiciel, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, précision, on n'est pas allé au bout des choses, évidemment. Oui, bien sûr. On peut pas en une heure et demie. On a survolé forcément les outils. Voilà. Alors, l'un des gros points forts, c'est la capacité à se former à Blender, la communauté, qui est très importante. Avec, on l'a dit, Blender Cookie, Blender Artist, Blender Launch, Blender Nation. Alors certains, j'ai vu en remarque, certains disent que ça manque de tutoriels professionnels. Perso, je ne suis pas d'accord. Je trouve que les tutos de Blender Cookie, par exemple, sont vraiment très bien faits. Ouais, ou juste pour vous faire baver un petit peu, vous pouvez aller sur CG Master et voir le tutoriel avec le ninja. Par exemple, ça c'est vraiment bien, hallucinant. J'ai pas vu beaucoup de tutoriels comme ça sur d'autres logiciels. Parce que là, vous faites vraiment quelque chose de qualité studio de A à Z dans un tuto, quoi.
Et puis même dans tous les logiciels, sur tous les logiciels, que ce soit Max, Maya, c'est rare d'avoir vraiment un tuto qui va au fond des choses. Euh, je trouve beaucoup d'artistes de toute façon, gardent leurs petites astuces, leurs petits trucs. Voilà, c'est à chacun de trouver un peu ses méthodes. Mais si vous allez sur un forum que vous vous postez par rapport à un problème, par rapport à quelque chose, une question, c'est clair que quelqu'un va vous répondre très rapidement. C'est vraiment une grande force. Bah, il y a des millions d'utilisateurs de Blender aujourd'hui, clairement. Voilà. Il y a aussi le Blender Market. Alors ça, c'est apparu sur Blender Cookie il n'y a pas très longtemps. Ça permet aux artistes 3D qui sont sur Blender de se faire un peu d'argent avec des modèles qu'ils vont vendre ou des plugins aussi. Il y a eu un grand concours de plugins. Je sais pas trop ce que ça a donné ces derniers temps, mais c'était une belle initiative, je trouve, pour forcer un petit peu les gens à se former à Python et à l'API de Blender, à pousser aussi à de nouvelles idées, à trouver de nouvelles idées, faire évoluer le logiciel comme ça. Donc la communauté, c'est aussi une capacité à aller plus loin, à avancer très vite. Ouais, non, c'est vrai. Et puis c'est motivant parce que on a vraiment l'impression que les gens sont super sympas, ils partagent vraiment volontiers, que ce soit les pros ou les débutants. Il y a vraiment cette chaleurosité vraiment dans la communauté de Blender. Tout à fait. Et il y a aussi des trucs géniaux, comme par exemple les concours. Vous avez souvent des concours organisés par des sites de Blender connus. On prendra CG Cookie, on peut parler de Blender Guru, on peut parler de Blender Nation, qui sont... Et ça force à toujours faire des choses avec le logiciel, ça force à découvrir les outils, ça force à aller regarder des tutos, ça force à se former. Et c'est vraiment super. Ça permet déjà non seulement de voir des super images à la sortie de ces concours, que les pros font, mais aussi c'est une motivation et c'est un élan, on va dire. Il y a aussi, t'en avais un peu parlé, je crois, les films open source, les films d'animation qui sortent, qui sont faits par Todd Rosenthal, je crois, lui-même. Ouais, c'est le producteur, je crois, de ces films. Producteur. Et il met ensuite les ressources en open source. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez télécharger le contenu d'un film de 7 à 8 minutes, ou jusqu'à même 12 minutes, je crois, pour Tears of Steel, d'un film professionnel, et vous pouvez télécharger tous les fichiers qui constituent le film. Voilà, donc en tant qu'un simple individu, ça permet vraiment d'apprendre, de voir des choses qui ont été faites par des pros. Et aussi, oui, d'ailleurs, en parlant de pros, il y a le Blender Network qui s'est ouvert, qui est un espace où les pros peuvent se rassembler pour trouver du travail ou se vendre, se mettre en avant. C'est un peu le LinkedIn de Blender, si vous voulez. Et puis ça fait avancer le logiciel énormément. Il y a plein d'avancées qui apparaissent à chacun de ces films. Donc voilà, les appels de dons, ça sert aussi à ça. Voilà. Et puis il y a plein de studios aussi qui commencent à se mettre à Blender. Faut pas penser que c'est un logiciel qui est pas utile dans le monde professionnel. Au contraire, bien au contraire. Par exemple, il y a le studio Autour de Minuit, qui est un studio français qui travaille pour pour la télé ou pour ce genre de choses. Il y a par exemple comment il s'appelle j'ai plus son nom en tête, mais il y a quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps chez Pixar qui utilise Blender, qui fait des tutos aujourd'hui. Il y a vraiment plein de professionnels qui s'intéressent et qui mettent en avant forcément Blender de par leur travail, par leurs compétences et de par leur parcours. Et je pense qu'actuellement, ce qui manque, c'est vraiment ça, c'est que de plus en plus de pros montrent que Blender est vraiment capable de faire le travail correctement et toucher à plein de choses. D'ailleurs, c'est ce que tu fais, hein, Romain, en travaillant avec Blender professionnellement. Et il y a aussi un autre problème de Blender, on va le dire clairement, c'est donc déjà il est gratuit, mais ça peut être considéré, comme on le disait au début de vidéo, comme un mal, parce que justement c'est gratuit donc c'est mauvais. Ça c'est souvent ce qu'on disait, c'est l'a priori c'est la priori de la gratuité. C'est un problème sans en être. Pour moi, c'est vraiment... en réalité, la gratuité est une force, quoi. Ouais. Et après... Faut que ça rentre dans les mœurs. Ouais, il faut que ça rentre dans les mœurs. C'est clair. Après, on peut parler aussi d'une évolution qui est vraiment très rapide, avec une nouvelle version qui est tous les 3 à 6 mois.
Voilà, même avant. Hein, même avant, il y a eu des versions qui sont apparues à peine 2 mois après une autre version. Et attention, c'est pas que des corrections de bugs, hein, c'est des ajouts de nouveautés. Tout à fait. Voilà. C'est pas. Enfin, moi, je voyais avec Max, souvent, donc on a une nouvelle version dans l'année. Et c'est majoritairement des corrections de bugs avec des absorptions de plugins, des ajouts de plugins qu'ils ont achetés à droite à gauche. Alors que là, c'est pas ça du tout, quoi. Il y a vraiment, c'est des outils. Alors, il peut y avoir des plugins, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à absorber simplement un plugin puisqu'il est déjà souvent gratuit. Ça va être vraiment une amélioration des outils ou voire des outils carrément nouveaux. Et puis après aussi, il y a des gens qui customisent leur Blender hein, avec des add-ons qui sortent et tout. Par exemple, moi je vois Cédric de Blender Lounge qui a fait en sorte que son Blender devienne son Blender. Vraiment, dans le sens, ça lui appartient. Il a son workflow, il a ses pile menus. Voilà, il a par exemple Rotopo NT qui a été fait par la communauté de Blender Lounge, je crois, qui est un outil de Rotopo assez génial. Voilà, vraiment, Blender, c'est les utilisateurs qui le font. C'est ça qui est génial. C'est vraiment les artistes qui décident ce que Blender doit être. Et non pas une entreprise qui décide ce que le logiciel doit être pour les artistes. Et c'est un peu ça la philosophie de Blender aujourd'hui. C'est un logiciel qui appartient à ses utilisateurs. Voilà. Tout à fait. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, alors des petites adresses. Blender Cookie. Voilà, Blender Artist, le forum, on va dire, quasi officiel de Blender. Blender.org pour aller télécharger le logiciel, bien sûr. On pourrait parler de Blender Nation, qui donne des news de Blender. Blender Guru, qui est un site de Andrew Price, qui fait des bons tutos. Des bons tutos et des bons cours, de manière générale. On pourrait parler... il y a tellement de sites. Blender Tuts. YouTube. Rien que YouTube. Sur YouTube, vous avez des centaines de milliers de tutos. Hein. Toi-même, tu en fais de très bons. Je fais des tutos en français, j'essaie d'en faire un peu. Il y en a qui ont des réticences avec l'anglais, donc c'est bon toujours d'avoir des tutos en français quand même pour la France. Ouais, bah c'est vrai qu'en France, on a une communauté assez importante de Blenderiens et de Blenderiennes. Il y a justement le forum français Blender qui s'appelle Blender Clan, le Blender Clan. Oui. Donc voilà. Il faut savoir que Blender en ce moment est en plein essor. Vraiment, il y a de plus en plus de professionnels qui l'utilisent et ça commence. Est-ce que tu as vu ce qu'ils veulent pour l'année 2015, des prédictions un peu 2015? Alors il y a des choses qui ne se feront pas, il y a des choses qui... Des changements d'interface, l'apparition de l'OpenSubdiv, j'ai vu. Le tout nodal, ils veulent de plus en plus le nodal. Ouais. J'ai vu que même il y avait des gens qui avaient fait des outils, des add-ons pour modéliser en nodal. C'est assez fou. Dingue. C'est assez fou. Ouais. Donc voilà. D'accord. Voilà, alors Blender, c'est, comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, c'est assez dur à présenter, on s'y perd souvent, on se dit putain, mais il y a tellement de choses, j'ai dit putain, excusez-moi, il y a tellement de choses, mais c'est tellement génial, j'en perds mes mots, vous voyez, c'est tellement génial, il y a tellement de choses à aller voir, on peut faire du rendu 2D, de l'animation 2D, on n'a pas montré, on peut faire du digital painting, on n'a pas montré, on peut faire plein de choses, on peut connecter tout ça à des Raspberry, je l'avais déjà dit, mais voilà, c'est une espèce d'usine Blender, dans lequel on peut sortir à peu près tout produit numérique aujourd'hui, tout produit multimédia qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez une idée de jeu, vous allez sortir un jeu, vous avez une idée d'image, vous allez sortir une image, une idée de film avec une vraie caméra, vous allez pouvoir faire tout le compositing et tout. Vous avez envie de faire du montage audio, vous allez pouvoir faire du montage audio. Vous avez envie de faire audio vidéo, vous allez pouvoir vraiment tout faire. Donc, si vous êtes intéressé par la création numérique, vraiment, je pense que c'est un point de départ qui est génial. Je reviens vite fait sur le montage audio-vidéo. Montage audio, je sais qu'il y a des logiciels gratuits qui existent. Montage vidéo, il me semble pas qu'il y ait de logiciels qui soient potables vraiment et qui soient gratuits. Il y a Light quelque chose, j'ai oublié le nom. Ouais. Mais, c'est un logiciel de montage qui est utilisé par certaines productions hollywoodiennes. Mais après, j'en sais pas plus. Je sais que, en tout cas, ça permet pas de modéliser en 3D et tout de suite de monter après ce qu'on a modélisé en 3D. Ça, il y a que Blender, il y aura toujours que... La grande force, c'est le fait, comme on disait, qu'il y a tout un workflow qui est sur une même plateforme. Voilà, on change pas de logiciel. Très légère, stable. On change pas de logiciel et on peut faire à peu près tout avec.
Tout à fait. Globalement, on peut tout faire. D'ailleurs, Fluid Designer là, nous l'a bien montré. Il a carrément changé Blender en logiciel de CAD, Oui. d'architecture. Oui. Voilà, donc c'est déjà rien que ça. D'ailleurs, moi, mon premier réflexe quand j'ai vu ça, c'est j'ai cherché les options. Et du coup, j'étais un petit peu frustré de pas trouver les options là où d'habitude je les trouve. Ouais, c'était un autre logiciel en fait, mais Voilà. c'était toujours sur le noyau Blender. Et on sent toujours que c'est Blender, mais il faut s'y faire. On est du coup formaté dans un autre truc, mais bon, c'est à découvrir quand même. Un truc que je pourrais dire aussi pour ceux qui viennent de Maya et de Max qui souhaiteraient se mettre à Blender, le temps d'apprentissage il est extrêmement rapide. Vraiment, vous avez toute la théorie, vous êtes déjà formé sur d'autres logiciels, vous allez être vraiment en terrain connu. Vous allez vraiment avoir les mêmes outils Oui. et un gain d'outils en plus pour d'autres choses. Un nouveau workflow certes qu'il va falloir appréhender, mais moi je vois des... Alors, pour ceux qui ne veulent pas être perdus, il y a quand même les raccourcis clavier de Max et Maya qui sont reportables. Mais ce que je recommande vraiment pas parce que c'est pas dans l'esprit Et voilà, du workflow. c'est pas quoi. recommandé. Voilà. Mais après, j'ai vu pas mal de pros qui se sont mis à Blender, genre, qui se sont mis en Blender en un mois, ils avaient déjà fait le tour du logiciel. Enfin, pas le tour du logiciel, mais ils avaient transféré leur workflow de Max ou de Maya à Blender. Et Oui, sans très mais peu c'est de vrai temps, il est très intuitif et on s'y met vraiment très vite. Ouais. quoi. Mm. Surtout depuis la 2.5. Moi, je connaissais pas trop la version avant, les versions avant, mais Bah, avant, c'est vrai que c'était un petit peu plus hostile, on va dire, pour un débutant. ouais. Mais c'est vrai que là, ils ont tout recodé Blender, entre guillemets, depuis la 2.5. Là, on en est déjà à la 2.72. C'est pour vous donner une idée. 73. 73, même. pardon. Que je n'ai pas Voilà. encore installé. Mais ouais, avant la version 2.49, même si elle faisait globalement plein de choses même chose. qu'on trouve aujourd'hui dans la version 2.73, elle était un petit peu plus visuellement non agréable. Mais si on faisait le comparatif à l'époque avec Max et Maya, c'était pas mieux non plus ce qui se trouvait au niveau interface dans les autres logiciels. Oui. C'était aussi... Disons que ça a changé. Ça a a changé tout complètement. Ouais. Puis d'ailleurs, pour ceux qui seraient euh, qui trouveraient le thème moche, vous pouvez très bien avoir d'autres thèmes hein, et créer votre propre thème, avoir votre propre interface de Blender, vos propres couleurs, etc. dans Blender sans souci quoi. J'ai même Cédric qui m'avait passé un thème, c'était exactement les couleurs de Maya, etc. Donc c'est pour vous donner une idée, voilà. Pour ceux qui veulent pas être perdus. Voilà, ceux qui veulent pas être perdus, vous pouvez retrouver même la même ambiance de couleurs. Et même si vous voulez, vous avez même des choses comme la Quad View de Max, si vous voulez carrément garder le même workflow, ce que je ne recommande pas. Mais Ouais. vous pouvez retrouver vraiment les fondamentaux, on va dire, de Max et de Maya. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Ouais, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en découvrir un petit peu plus sur ce logiciel, si vous venez d'ailleurs d'un autre logiciel. Voilà, on ne peut que vous encourager à essayer maintenant et à vous y mettre si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Eh bien, merci. On vous souhaite bon courage pour votre apprentissage ou bon courage pour la suite de Voilà. votre évolution sur Blender. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.